Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 18 octobre 2024. Une autre grosse édition cette semaine. On va parler avec les patrons de Druid qui lancent Antidote 12. On va parler avec le grand patron de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec qui vient de publier un avis sur l'impact environnemental des technologies numériques. On va parler également avec la directrice générale de l'incubateur Garage & Co. Et puis, on va prendre des nouvelles d'OpenAI avec le développeur Pierre Vanier. Cette semaine, on a la visite de Liette Lamonde, la directrice générale de Prompt, qui vient nous présenter un innovateur. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Prompt parce que c'est eux, cette semaine, qui aident à la production de cette édition de Mon Carnet. Et puis, on va accueillir un tout nouveau collaborateur qui va nous parler de podcast. En fait, plus précisément de l'industrie du podcast, de la balado-diffusion et des choses reliées à cette industrie. Sinon, mes collègues sont également présents. Je pense à Stéphane Ricoul qui va nous parler de la vitrine.com qui vient d'être lancée. Et puis Jean-François Poulain qui va parler de UX et d'intelligence artificielle avec quelqu'un de chez Ubisoft. Et puis avant tout ça, évidemment, on va aller retrouver Jérôme Colombin à Paris pour parler d'actualité. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Chantal Paquin, Maude Desharnais, Laurent Aymar, et puis qui nous écoutent sur YouTube, Jonathan Brunet et Stéphane Morteau. Ben oui, parce que Mon Carnet et 120 secondes de texte est également disponible sur YouTube. Il n'y a pas énormément de gens qui sont là, mais c'est là. Oui, évidemment, vous n'avez pas une version vidéo parce que Mon Carnet puis 120 secondes de texte, c'est en audio. Mais si ça peut vous accommoder, sachez que les deux podcasts sont disponibles. Alors, merci à tout ce beau monde-là que j'ai mentionné, puis merci à vous, je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et puis, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange de la semaine. Et on va aller retrouver un Jérôme Colombin sans voix. Alors voilà, comme d'habitude, on est rendu en France. On va rejoindre Jérôme Colombin, mais je vous préviens, vous allez voir, Jérôme Colombin a décidé de changer sa voix. C'est pas une voix de synthèse, c'est sa voix. Et puis on va lui dire bonjour. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno, mais c'est pas gentil de me dire ça. Non, fallait. Non, mais je veux quand même le dire que, je te remercie d'être tout de même au rendez-vous parce que il y a pas pire situation pour un animateur, que ce soit de podcast ou à la radio, de perdre la voix. C'est le seul instrument qu'on a. C'est exactement comme, je sais pas quoi, c'est un coureur qui a plus de jambes, c'est, voilà, c'est des choses comme ça. Ou un pilote de F1 qui a plus de F1. Ouais. Tout ça ne t'empêchera pas de faire une balado, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais, j'espère, parce qu'au moment où on se parle, j'ai pas encore enregistré mon numérique. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, je te fais confiance avec ta voix de synthèse. Tu pourrais nous présenter quelque chose. Ça serait une émission expérimentale. Mais donc, je voulais te parler cette semaine parce que tu as vu comme moi le lancement d'Elon Musk. C'était la semaine dernière, mais ça a fait parler pendant tout le début de la semaine avec ces fameux Optimus, ces robots. Ouais. Et là, la grande question, c'était... au début, c'était « Oh, wow, mais c'est merveilleux, ces robots fonctionnent. » Puis finalement, on s'est rendu compte que ils étaient pas mal assistés par des humains. Oui, que c'est pas tout à fait des robots, quoi. C'est des machines télécommandées, en fait. Et on l'avait subodoré au début, et là, on en est quasiment sûr. Maintenant, dans quelle proportion c'était télécommandé? Est-ce qu'on le sait? Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que, évidemment, la marche d'entrée qu'ils ont fait, la procession, qu'ils ont fait, la parade, ça, ils l'ont fait. Il n'y a pas d'humain qui était derrière eux en train de les pousser pour avancer. Sauf qu'une fois que ça a été fait, là, il y en a qui sont rentrés derrière des tables des comptoirs pour servir à boire et s'entretenir avec les gens. Il y a des robots qui étaient dans l'assistante pour s'entretenir avec les gens, puis il y avait les robots qui faisaient les chorégraphies. En tout cas, entre les branches, les robots qui faisaient les chorégraphies, ils ont appris à danser tout seuls. D'ailleurs, ça ressemblait à... Ouais. C'était un mélange entre la danse de Elon Musk ou celle de Donald Trump. C'était un peu particulier. Donc, eux, ils fonctionnaient tout seuls. Où on a eu de l'assistance humaine, c'était dans les robots, les Optimus, qui avaient des conversations dans la foule, parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y en a pas un qui a la même voix. Alors, petit problème. Ça, c'est une chose. Mais l'autre affaire... Ne parle pas de voix, s'il te plaît. Non, je suis désolé.
c'est un sujet délicat aujourd'hui. Oui. Mais donc, où on a vu qu'il y avait vraiment de l'assistance à la machine et pas de l'assistance machine, c'était l'Optimus devenu barman. Et là, c'est amusant parce que moi, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur une vidéo de démonstration de Tesla il y a quelques temps que ça avait été publié et où on voit la personne qui est en train d'entraîner le robot. Alors, on voit le robot d'un côté et on voit le technicien de l'autre côté et qui répète des gestes pour donner à boire à quelqu'un. Exactement les mêmes gestes qui ont été faits, puis on voit qu'ils sont connectés en temps réel, ensemble, et que le robot répond au même commandement. Et donc, ça, c'était pour l'illustration de ce que c'était. Puis après, il y a eu des discussions qui ont lieu, et les robots eux-mêmes, ou les assistants des robots, les assistants humains, ont confirmé que ce soir-là, les robots étaient assistés par de l'aide, j'allais dire humanoïde, mais de l'aide humaine. Et donc, ça veut dire qu'on vient de se faire encore le coup de... Tu sais, en 2021, quand il y avait un gymnaste qui s'était présenté sur une scène habillé comme un Optimus, là, Oui. On n'est pas loin de ça. Là. Au début, on y avait un peu cru, mais pas longtemps. Ouais. Mais exactement. C'est vrai que d'un côté, c'est énervant parce qu'on a l'impression de s'être fait avoir. Et d'un autre côté... la défense de Musk et de Tesla, ça peut être de dire oui, mais c'est notre vision, c'est ce vers quoi on va aller. Ouais. On triche un petit peu pour la démonstration, mais malgré tout, ça arrivera un jour ou l'autre. Oui, puis moi, c'est comme ça que je le prends. Puis quand tu écoutes Elon Musk, il parle de 2026. Il parle pas de l'an prochain. Voilà. C'est encore une année et demie, là. Exactement. Mais en même temps, c'est un peu se moquer du monde. C'est vrai. C'est un peu énervant. Et en plus, il y a des gens qui tombent dans le panneau. C'est-à-dire que tu vois sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui pensaient que effectivement, il y avait un robot totalement autonome, capable de servir des drinks à moins de 30 000 € et qu'on allait pouvoir acheter dans quelques années. Non, il y a encore quelques barrières à franchir, visiblement. Mais il faut faire attention. Si on veut utiliser l'Optimus, parce qu'il existe déjà dans des bars à travers le monde, des petits robots serveurs, il y en a à Las Vegas, puis il y en a... En général, il n'y a que le bras. Il y a oui, deux exactement. Bras. Mais un humanoïde complet, c'est rare. Oui, mais c'est intéressant que tu dises ça parce que quand la semaine dernière, j'étais à Nashville pour la présentation d'Amazon, je parlais avec un ingénieur qui s'occupait des robots et c'était le constat. On a énormément encore aujourd'hui de difficultés à créer un robot humanoïde, donc qui ressemble à un humain, mais on n'a tellement pas de problème à créer un bras, une tête, une jambe, qui servent essentiellement à faire ce qu'on a besoin d'eux et pas d'avoir l'apparence humaine pour que ça soit plus agréable dans notre décor. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, Elon Musk, surtout les ingénieurs d'Elon Musk, c'est un peu ça le défi qu'ils ont, c'est d'arriver à ça. Mais parallèlement, en Chine, il y a des gens qui sont en train de faire ça. Oui. Et on en parle peu, mais ils sont quand même là. Mais tu as vu, Tesla a posté une vidéo quelques jours après où on voit le robot qui se promène dans un entrepôt, dans le bureau, pour dire mais si, on sait faire des choses tout seul, je sais marcher, etc. Ouais. Bruno, merci d'avoir parlé. Je me suis forcé parce que d'habitude, j'aime t'entendre, mais là, j'ai fait ma part. Jérôme, quand même, cette semaine, il y aura un podcast. De quoi tu vas parler? Alors, en principe, cette semaine, je parle d'intelligence artificielle dans les PC. Tu sais que c'est le truc du moment, avec notamment ce qu'on appelle les PCIA. Et j'ai rencontré le directeur, le PDG de HP France, grand constructeur, qui m'explique un peu toute la stratégie, tout ce que l'IA peut apporter dans les PC. Et puis, est-ce que tu te souviens de Zoom? Oui, qu'on utilise encore. En tout cas, dans mon cas, oui. Alors, je pense que l'usage a un peu baissé dans le grand public. Oui. Mais ça continue à exister pour les entreprises. Et Zoom présentait récemment ses nouveautés aux États-Unis. Et donc, j'ai interviewé ma consoeur Isabelle Spesanski qui est allée sur place et qui nous raconte, avec même une interview d'une représentante de Zoom. Ça a été fait par Zoom, cette entrevue-là? Pas du tout. C'est du vrai en one-to-one. C'est du vrai en face-à-face. Et sur ce, je vais aller me cacher parce que j'ai honte de parler comme ça. Voilà. Allez, je te souhaite prompt rétablissement. Merci beaucoup, Bruno. Je te dis à la semaine prochaine. J'espère que je serai redevenu normal. Ouais, mais en attendant, je pense, essaye donc de signer un contrat de disque. Je pense qu'il y a peut-être du potentiel pour toi. Maintenant que Johnny est plus là. Je vais tenter le coup. Je vais envoyer une maquette. Allumez le feu. Il est plutôt éteint, le feu. Là. La voix est éteinte, mais le feu, il est là. Salut, Jérôme. Ciao.
Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Cette semaine, les gens de Druid Informatique, les créateurs du célèbre logiciel Antidote, ont lancé sa 12e édition. Antidote 12 intègre plein de nouveaux outils, mais surtout, et heureusement, il carbure maintenant l'intelligence artificielle, enfin, avec les nouvelles possibilités de l'intelligence artificielle. Je vous propose d'aller retrouver tout de suite André Dorsonance et Éric Brunel, respectivement cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Druid Informatique, et pour M. Brunel, président et concepteur principal d'Antidote. Bonjour, messieurs. Bonjour, Bruno. Bonjour. Messieurs, comment ça a été accueilli, l'arrivée des IA génératives, et on peut penser à ChatGPT, mais et compagnie, parce qu'il y en a plusieurs outils maintenant qui proposent des outils linguistiques ou des solutions. Comment ça a été accueilli dans votre équipe quand c'est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans, là? Alors, Éric. Alors, ça a été d'une part une surprise parce que les grands modèles de langue, le génératif, c'était d'une puissance d'un tout nouveau niveau, là. Mais c'est quelque chose qu'on espérait, hein. Quand on a fondé le Fonds Druid pour la recherche et analyse de texte, là, pour le laboratoire de Yoshua Bengio, j'avais fait une présentation où j'espérais exactement ça, là, où est-ce qu'on réussirait à faire des choses merveilleuses avec les phrases. Alors, on a été surpris. Et tout de suite, on a dit, OK, comment on peut utiliser ça? Comment on peut mettre ça au service du plus grand nombre? Mais vous, des algorithmes, ça fait des années que vous utilisez ça. Absolument, absolument. Depuis 1993 qu'on fait de l'intelligence artificielle. C'est juste que l'intelligence artificielle a évolué, hein. Il y a des gens qui travaillent dans les universités, en particulier notre Yoshua Bengio national, qui est à une des bases de cette évolution-là. Alors, c'est quelque chose qu'on attendait. C'était pour ça qu'on s'était branché sur le laboratoire. On avait d'ailleurs déjà parmi nous des diplômés de Yoshua, et ce sont eux, en fait, qui ont saisi cette technologie-là et qui en ont fait ce qu'on a aujourd'hui d'Antidote 12. Parce qu'il y a eu l'Antidote 11, mais on sentait que c'était en attendant. Mais l'Antidote 12, là, vous arrivez vraiment avec les gros chevaux. Puis on sent, puis on va revenir plus tard là-dessus, mais on sent que vous avez intégré ce qu'il y avait à être à ajouter à ce qui était déjà là. André Dorsonance, le gars de marketing, comment il a réagi à l'arrivée de ces outils-là? Ben, le gars de marketing, effectivement, se rend compte. La première réaction qu'on voit, puis quand ChatGPT est arrivé, c'est que l'inquiétude, c'est une inquiétude que tout le monde a vraiment, c'est que ça va dans tous les sens, cette affaire-là. C'est une puissance, oui, qui est impressionnante. Comme Éric disait, on l'attendait, mais c'est une puissance qui a vraiment besoin d'être canalisée. Comment tu fais pour éviter les dérives? Comment est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'entreprise, pour être là pour une communauté qui s'attend? Les gens semblent pas réaliser que Antidote, c'est l'intelligence artificielle depuis la toute première édition en 1996. On l'appelait pas ça comme ça. Non, on appelait ça comme ça, c'était juste différemment. Ça fait que on a eu l'intelligence artificielle symbolique, c'était révolutionnaire à l'époque. Il y a eu l'intelligence artificielle statistique, il y a eu l'intelligence artificielle neuronale, qui, elle, ensuite de ça, a donné naissance à l'intelligence artificielle générative. Ce sont des sauts, et Druid a toujours été à l'avant-garde de ces développements. Et ce que j'aime, c'était le sentiment de dire, oui, OK, si on était une entreprise en démarrage aujourd'hui, si on commençait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? On aurait, en fin de compte, ce serait presque fou, Bruno, aujourd'hui, d'investir les millions que ça aurait coûté sur 30 ans de développement pour pouvoir utiliser toutes ces technologies-là. Et la beauté de ce que Druid a réussi à faire sous la direction d'Éric, c'est de faire en sorte que tout ça, ça fonctionne ensemble. De canaliser une intelligence humaine, de lexicographe, des choses vérifiées et non pas des hallucinations, des choses vérifiées qui se collent au contenu. Et moi, je suis épaté parce que Éric et son équipe ont été en mesure de faire. Je me sens en sécurité quand j'écris. J'ai pas l'impression que je vais me ramasser avec des hallucinations. J'ai pas l'impression qu'on va dénaturer mon texte. J'ai pas l'impression que le sens va être changé. Je regarde ce qui a été fait en termes de reformulation et
Littéralement, j'en ai été bouche bée. Et là, la question, je la lance aux deux. Donc, dans ce contexte-là, comment on crée, vous lancez là, Antidote 12, comment on crée une nouvelle version qui va retenir les clients chez nous? Parce que je suis persuadé qu'il y a eu un mouvement à un moment donné, quand c'est arrivé, les gens avaient l'impression qu'il y avait ce service gratuit de ChatGPT qui traduisait, qui nous aidait à écrire, qui corrigeait. Et puis, de l'autre côté, on avait notre abonnement qui était là avec un outil qui était là depuis longtemps et qui nous rendait service. Mais là, les gens voyaient quelque chose qui pouvait être gratuit, qui pouvait remplacer. Alors, comment on arrive avec un Antidote 12 qui à la fois intègre le meilleur de ce qui est disponible chez les concurrents, mais qui demeure fidèle à lui-même? Ben, la première réponse avec ça, puis j'ai bien hâte aussi d'entendre, j'ai une bonne idée d'où Eric va s'en aller là-dessus, mais on n'a senti aucune désertion dans la communauté d'Antidote. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que Antidote, c'est d'abord et avant tout un logiciel d'aide à la rédaction. Les gens le consultent et on a des dictionnaires qui n'ont absolument rien à envier. Vraiment, ce sont des dictionnaires de très grande qualité et ce qui fait quelque chose de spécial, c'est que lorsqu'ils sont unis, honnêtement, je n'ai pas vu d'égal à ça. Et les gens, ceux qui sont déjà dans la communauté Antidote apprécient ça. Et l'autre chose qu'on remarque énormément, c'est ce souci-là dans les gens qui ont Antidote de vouloir améliorer leur langue, mais de pouvoir avoir une interaction avec un logiciel qui t'explique ton erreur, qui ouvre la grammaire à la bonne paire, qui te permet de t'améliorer. Ben, je m'excuse, mais c'est quand on parle de robots conversationnels, non, ils sont juste pas là. Fait qu'on n'a pas senti de mouvance. Mais je laisse Eric continuer. Je pense que j'ai une bonne idée d'où il s'en va. Eric? Il y a une chose, oui, effectivement, il y a des gens qui nous posaient des questions, là, comment vous vous comparez. On avait même la notion de comment vous allez aller contre ChatGPT et ses émules. Et nous, on va pas contre, on va avec. C'était l'idée. C'était carrément dans notre cœur de métier, ça, d'aider les gens à écrire. Une chose, par contre, que les gens constataient, puis on a assisté à une session à l'ACFAS qui était là-dessus, là, les professeurs étaient un peu inquiets parce que les étudiants s'en allaient partout avec ça, là. Ils posaient plein de questions, etc., et ils divergeaient là, de l'objectif. Alors, nous, notre idée, c'était de dire, hey, notre cœur de métier, c'est aider les gens à écrire. Parfait. Comment est-ce qu'on peut aider les gens à écrire? Et c'est ce qui nous a donné l'idée de faire nos 5 volets. Là, je ne sais pas si tu as entendu les noms, là. Réécrire, retoucher, modérer, épicéniser et raccourcir. C'est 5 objectifs complètement différents qui sont tous accomplis avec le même modèle, mais qu'on a dû entraîner spécifiquement pour ces 5 objectifs-là. Et c'est nous qui formons Antidote, si tu veux, qui forment les requêtes au modèle et qui regarde les résultats de ça et qui les choisit, les trie, les filtre, les conforme à tes préférences et te donne le résultat dans une interface toute simple où tu cliques pour remplacer dans ton texte. Alors, on profite de toute la science d'Antidote qui est derrière ça, c'est elle qui filtre. Et on profite aussi de toute l'intégration, hein, quand tu es dans Word, quand tu es dans Mail, quand tu es dans toutes sortes de trucs. C'est là directement, tu l'appelles et ça fait le résultat. C'est beaucoup plus, je dirais, ordonné, canalisé, contrôlé que ce que tu peux avoir dans un ChatGPT qui fait n'importe quoi, là. Et cette année, vous avez décidé, avec la nouvelle version, de l'incorporer. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui utilisent ça, dans la suite de Google Doc et dans Gmail. Est-ce que ça a été compliqué? Oui, ça a été compliqué. Et même, je dirais, il a fallu obtenir une autorisation, il appelle ça une liste blanche, de figurer dans la liste blanche de Google pour avoir droit d'utiliser les API qui nous ont permis d'éviter les obstacles qu'on avait avant, là. Et donc, Google a reconnu l'intérêt public d'Antidote et nous a permis de figurer là-dedans. Donc ça, on était très contents. Si on vient, puis vous en avez mentionné quelques-uns, mais si on mentionne quelques nouveautés qui sont propres à l'édition d'Antidote 12, on comprend bien, vous l'avez dit, l'intégration de l'intelligence artificielle externe qui maintenant se juxtapose à l'outil qui est Antidote en version 12. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour l'utilisateur qui est habitué au bon bien d'Antidote, qui l'utilise depuis longtemps? Qu'est-ce qu'il va avoir comme nouveauté? Moi, je pense qu'en termes d'intérêt pour la clientèle, c'est une chose que les gens nous demandent depuis longtemps, c'est nous ce qu'on a appelé la correction express. Et c'est une
en fait, si j'avais à le résumer brièvement, c'est une fonction qui permet à Antidote d'intervenir à la frappe. C'est directement dans le navigateur. Et ça, de pouvoir interagir quand on est sur le web, quand on est en train de faire un formulaire, puis de pouvoir intervenir directement là où les gens écrivent dans un formulaire, c'est ceux qui ont goûté à ça. Éric, est-ce que je me trompe en disant qu'ils étaient très enthousiastes? Très enthousiaste. C'est tellement plus simple comme interaction et c'est tellement léger que les gens se rendent même pas compte que ça s'est installé. C'est que ça devient intuitif. Oui, tout à fait. Puis ça se fait à mesure qu'on frappe le souligné rouge apparaît, la petite infobulle si on veut. Et donc, c'est beaucoup plus simple dans n'importe quel navigateur, dans n'importe quel champ éditable. Alors, les gens étaient très contents. Puis, ils n'avaient même pas remarqué qu'ils avaient de nouveau cette nouvelle chose qui apparaissait jusqu'à ce qu'on leur fasse remarquer. Une autre nouveauté, je pense, qui va séduire beaucoup de gens, Bruno, c'est cette possibilité-là pour Antidote de détecter le ton vexant. On avait déjà des technologies anti-oups qui permettaient aux gens, on s'apprête à envoyer un courriel, on n'a pas passé, on ne l'a pas soumis à Antidote pour nous donner un coup de main. Antidote se rend compte, Bruno, je pense que tu as oublié la pièce jointe. Je regarde dans ton texte, puis je pense que la pièce jointe n'est pas là, d'où le anti-oups. T'es pas obligé d'écrire un autre courriel pour dire « Oups, je me suis trompé ». Fait que c'était là, c'est dit « Hey, je pense qu'il y a des erreurs, tu veux vraiment envoyer ton courriel? » Mais là, maintenant, on a une troisième chose, moi je trouve ça absolument fantastique, c'est la détection de ton vexant. Fait que si j'écris un courriel, le genre de courriel où on aurait eu intérêt à dormir dessus et à ne pas l'envoyer parce que ça va nous nuire plus que ça va nous aider, Antidote est en mesure de nous dire « Hey, je suis pas sûr ». Fait que si j'écris quelque chose comme « Vous n'avez même pas été foutu d'arriver à l'heure à notre rendez-vous », Antidote va proposer « Je m'attendais à ce que vous soyez plus ponctuel pour notre rendez-vous. » Et je trouve personnellement que ça sonne mieux. C'est une belle garantie pour les gens qui sont dans le milieu des affaires. Mais il y a quelque chose d'autre que j'ai vu apparaître sur mon radar et que je ne connaissais pas, c'est la correction multi-document. C'est aussi une nouveauté. Oui, c'est une des belles nouveautés d'Antidote 12. Ça permet de corriger tout un ensemble de documents en même temps. Par exemple, un site web où on aurait plusieurs pages là, qui sont des documents séparés, au lieu d'être obligé d'ouvrir, je sais pas moi, 28 fenêtres pour corriger les 28 pages, on charge simplement le dossier de la racine et Antidote va ouvrir une nouvelle fenêtre spécialisée qui liste tous les documents à gauche et toutes les erreurs dans tous les documents à droite, de sorte qu'on puisse se promener dans la même fenêtre à travers tous les documents, corriger des erreurs multiples, par exemple. Je sais pas, quelqu'un a écrit Guglielminetti avec une faute. Ça peut arriver sur chacune des pages. Alors, on va les corriger partout d'un coup au lieu d'un à la fois dans chaque document. Et là, messieurs, je ne peux pas passer sous silence un œuf de Pâques que vous avez dissimulé dans cette édition. Un jeu de cartes. C'était quoi l'idée? Ça, c'est un élixir de plaisir. C'est un élixir. Après avoir proposé le remède à tous vos maux, Ouais. les druides récitives avec une nouvelle potion magique qui est un élixir de plaisir. C'est quand même drôle. La genèse de ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est notre directeur des ventes et du marketing, Jean-Guillaume Dumont. Moi, je pensais qu'elle allait s'évanouir quand il a vu l'ampleur de ce que le guide d'utilisation allait devenir. C'est énorme ce qu'on a fait. Et là, je l'ai vu, il était blanc. Et une des raisons, on a quand même, tu l'as mentionné, là, ça fait 31 ans. On a tout vu. Là. La boîte d'Antidote, elle a accueilli des disquettes, elle a accueilli des CD-ROM, elle a accueilli des DVD-ROM. Et encore tout récemment, elle contenait un guide d'utilisation qu'on appelait affectueusement la posologie, parce que c'est un remède, il faut savoir comment l'administrer, et ça donnait une existence, une raison d'être à la boîte. Et là, je dois te dire que pour des raisons purement écologiques, on peut pas s'imaginer, même si les revendeurs sont heureux de ça puis continuent de nous mettre de l'avant, créer une boîte pour avoir seulement qu'à l'intérieur un code qui pourrait tenir sur une carte plastifiée. Tu vas me dire, ça aussi, c'est pas tellement bon pour l'environnement. Mais on s'était dit, on va mettre un carton en papier à l'intérieur, mais on va arriver avec quelque chose de nouveau qui justifie la boîte. Fait que c'était par souci de respect à la fois pour la clientèle, respect pour des revendeurs qui nous ont permis de... Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des millions de personnes qui utilisent Antidote, on leur doit beaucoup. Fait que on est arrivé avec ce jeu de société-là. C'est notre premier jeu de société. Ça s'appelle Antidote, le jeu. Il est là dans toutes les boîtes d'Antidote. Ça justifie l'existence de la boîte. Ça va faire 2 cadeaux de Noël plutôt qu'un. Et si vous avez déjà Antidote, vous pouvez aller vous chercher
directement en magasin. C'est déjà rendu chez tous les détaillants. C'est un super beau coffret, seulement 29,95. C'est des heures de plaisir en équipe. On a des variantes pour jouer à deux. On a tout étudié ce que ça prenait pour que ça puisse être joué en classe. Je pense que nous avons un succès entre les mains. André Darcenas, Éric Brunel, merci d'avoir pris de votre temps pour parler de ce nouveau Antidote 12 qui maintenant est arrivé. Il est disponible en version physique et en version numérique. Et écoutez, je vous souhaite un bon parcours, une bonne nouvelle année. En tout cas, vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui est très, je dirais, 2025. Merci. Merci, Bruno. Au revoir, Bruno, messieurs. c'est toujours un plaisir. Cette semaine, la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec a publié un avis sur l'urgence de la sobriété numérique face aux impacts environnementaux des technologies. Dans cet avis intitulé « Regard éthique sur les effets environnementaux des technologies numériques au Québec », l'impératif de la sobriété numérique, la Commission propose 16 recommandations aux décideurs publics pour encourager un usage plus responsable. Pour discuter des grandes lignes de cet avis, on va aller rejoindre le président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour, Monsieur Luc Bégin. Bonjour. Avant d'aller proprement dans l'avis tel quel, c'était quoi la motivation derrière cet avis? Pourquoi sortir ça maintenant? Les motivations derrière l'avis, il faut dire que ça remonte à il y a déjà un certain temps, parce qu'il y a eu une position qui a été prise en 2019, donc ça fait quand même 5 ans, par les membres de la commission de s'attarder davantage aux enjeux environnementaux et à la crise climatique également, dans le respect de son mandat. Puis le mandat de la commission, qui est essentiellement de conseiller les décideurs publics relatifs aux enjeux éthiques qui sont liés au développement de sciences et au développement des technologies. Et en même temps, de susciter aussi une réflexion publique sur ces enjeux-là. Diriez-vous que, puisque la commande en guillemets a été passée en 2019, on a eu la pandémie, notre usage du numérique a changé, j'allais dire a décuplé dans nos vies. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, un bon timing de présenter ça maintenant qu'on a passé à travers tout ça et que nos habitudes ont énormément changé? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup d'habitudes. On a juste à penser au télétravail, dont d'ailleurs, certains en reviennent un peu parce qu'on commence aussi à évaluer et à analyser les effets de ça sur différents éléments. Mais effectivement, il y a des usages, il y a une croissance exponentielle de ces usages. Ce qui fait en sorte aussi, juste à penser, en ce qui me concerne particulièrement comme professeur d'université, les enseignements à distance. Et donc, on a propulsé évidemment ces usages-là. Et cette croissance, cette croissance est exponentielle et on peut penser qu'elle va poursuivre dans cette direction-là. Donc, le timing, comme vous dites, il est très bon. Je pense bien. Il faut dire aussi que la commission a déjà travaillé aussi sur d'autres éléments qui s'approchent de ces questions-là, notamment sur la captation de carbone, un peu par une ceste jeunesse, parce qu'on fait aussi de l'animation, là, aussi de groupes de collégiens autour de certaines questions qu'ils développent eux-mêmes leurs propres avis. C'est quelque chose d'assez fascinant. Et ils l'ont fait également sur la géo-ingénierie climatique. Okay. Donc, sur des questions quand même qui concernent justement les transformations des enjeux environnementaux et climatiques là, actuels. Donc, c'est quelque chose qui fait partie je dirais du corpus là, des intérêts de la commission. On présume bien que vous écrivez pas ça sur le bord d'une table entre deux cours que vous donnez à l'Université Laval. Qui compose le comité de rédaction d'un avis comme celui-là? Oui, bon, ça, c'est très bien de le signaler. Non, ça se rédige pas effectivement sur un coin de table. Et parfois même, oui, non. Et il faut bien comprendre aussi, c'est pas le président qui rédige les avis de la commission. La commission, d'abord, elle est formée de 13 membres qui sont nommés par le gouvernement. Donc, des gens qui ont des compétences particulières dans l'ensemble des domaines dont traite la commission sur les enjeux éthiques en lien au développement des sciences et technologies. Mais quand c'est le temps de préparer un avis, on forme un groupe de travail aussi qui est dédié
à la thématique en question. Donc, lorsqu'il a été le temps de penser cet avis sur la sobriété numérique, il y a un groupe d'une dizaine de personnes, donc des spécialistes sur ces questions, qui ont été nommés pour accompagner le ou les conseillers en éthique qui travaillent plus spécifiquement au dossier et qui eux, vont rédiger donc l'avis. Et ensuite, ben, tout ça, c'est un long processus, bien sûr, et tout ça ensuite à être approuvé par les membres de la commission. Parlons-en donc de cet avis et on parle notamment des effets environnementaux directs et indirects de la technologie numérique. Il y en a, et ça c'est documenté. C'est quoi votre analyse par rapport à cette question-là? Je vous dirais peut-être une des difficultés que nous avons à l'heure actuelle, puis et je crains que ça se poursuive, c'est une relative carence de données. Relative carence de données, non pas qu'il n'y en a pas, mais des études sont très variées et selon des méthodologies très variées également. Donc, c'est difficile de pouvoir dire, voici, nous avons exactement l'heure juste sur les impacts environnementaux des technologies numériques. On est capable de chiffrer certains éléments. On sait, par exemple, si on regarde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, on calcule à l'heure actuelle que c'est environ 3 et 4 % des émissions totales des gaz à effet de serre dans le monde qui serait en gros l'équivalent de ce qui est produit par l'aviation, ce qui est quand même pas banal. Et là où c'est pas banal, c'est lorsqu'on considère que les technologies, lorsqu'on considère la croissance extrêmement importante de l'usage des technologies numériques, ça nous laisse présager, certains diront, bon, d'ici déjà quelques années, ça sera 9 % de la production totale, des émissions totales. Encore là, comme je vous dis, les chiffres sont difficiles à établir parce que, et ça fait partie du problème aussi, les entreprises sont pas très friandes de fournir des données sur, par exemple, les coûts énergétiques de la fabrication. Hein? Et quand on pense technologie du numérique, on pense surtout aux usages. Et c'est normal parce que c'est ce qui est, c'est ce qui nous concerne directement. Et donc, c'est facile de voir, et très clairement, il y a des usages très positifs. On peut voir qu'il y a des usages aussi très positifs, peut-on penser, pour l'environnement, de l'usage du numérique, notamment de l'IA, des IA à l'heure actuelle, hein, pour de la meilleure gestion. Bon. Mais une fois qu'on a dit que donc il y avait le positif et le négatif par rapport à l'utilisation de la technologie, nous particulièrement qui sommes dans une région où on a toujours eu l'impression qu'il y avait une abondance de sources énergétiques par l'hydroélectricité, ça a été longtemps l'apanage et le discours officiel. Aujourd'hui, la chanson est plus la même, là. Non, ça, effectivement, c'est quelque chose qui a changé. Il y avait effectivement ce risque-là chez nous. Puis ça peut être encore véhiculé dans certains milieux, mais de moins en moins, cette illusion de l'abondance d'énergie, une abondance quasi infinie, en se disant, ben, l'hydroélectricité, c'est une énergie propre et renouvelable. Hein. Et c'est certain que les usages que l'on fait de la technologie, si on s'en tient uniquement aux usages, si cet usage-là est une dépense d'hydroélectricité, c'est quand même différent que si l'énergie est produite, comme par exemple en Alberta, beaucoup plus par des sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables et qui sont très polluantes à l'origine. Donc, l'impact de l'usage du numérique va varier aussi selon ce type de facteurs. Si on se compare à d'autres, c'est bien, mais si on se compare à notre histoire à nous, il y a des problèmes en vue. Ouais. Il y a des problèmes en vue et de toute façon, on le constate. Là, Hydro-Québec, par exemple, avait demandé en janvier 23 l'extension du processus d'attribution de puissance réservée aux crypto-monnaies. Hey, pourquoi? Parce que c'est excessivement énergivore. Et là, on le voit bien depuis, il y a beaucoup de débats que j'ai pas besoin de rappeler, hein, les dernières semaines et les derniers mois, sur les blocs d'énergie qui ont à être consacrés dans certains secteurs. Et qu'est-ce que ça représente comme coût économique et comme coût social que de devoir à quel point investir pour cette production d'énergie qui, oui, propre et renouvelable, mais qui n'est pas un donné
comme ça, sans impact négatif pour sa propre exploitation. Et donc, ce risque-là, je pense qu'on en revient un peu, au Québec. Mais il y a un autre risque, un autre point que je voulais soulever en lien avec ça, mais qui, lui, est généralisé, c'est le vocabulaire trompeur qui est utilisé autour des technologies numériques. Et on doit faire très attention à ça parce que on nous parle de quoi? On nous parle du virtuel, on nous parle, c'est dématérialisé, on nous parle de l'info nuagique, le cloud, hein? Tout ça est dans les nuages. Mais quelle fausseté! Les nuages en question, ils sont très terrestres. Ce sont des centres de données immenses qui consomment des quantités extraordinaires d'énergie qui ne peuvent pas être utilisées ailleurs et qu'on ne cesse de développer, et la demande grandissante fait en sorte que on ne voit pas le terme de ce processus de développement vraiment matériel et d'usage énorme des énergies dont on dispose de moins en moins de sources d'énergie. Et donc, l'assiette qui est prise par ces développements, l'assiette de ce qui est disponible en termes d'énergie, va forcément aller en augmentant. Et on est donc dans quelque chose où il y a un vocabulaire qui ne correspond pas du tout à la réalité et qui peut nous laisser croire que les usages que l'on fait sont des usages sans conséquences, sans impact pour l'environnement, alors qu'on sait que, par exemple, la production d'une image par l'IA générative, c'est l'équivalent, grosso modo, de l'énergie prise pour la recharge complète d'un téléphone intelligent. La production d'une image. À partir du moment où c'est dans les mains de tout le monde, qu'on met ça d'emblée sur des postes informatiques, que ça vient avec l'achat de certaines licences ou autres, on peut voir la multiplication énorme de ce que ça peut représenter. Et si on se dit, la charge d'un téléphone, c'est pas tant d'énergie, quand on regarde à quel point une seule personne peut produire de l'image simplement pour s'amuser à partir de ces outils, c'est phénoménal. Monsieur Bégin, je veux vous amener sur un autre sujet qui est traité par cet avis, et c'est l'obsolescence programmée. Je trouve ça intéressant parce que dans la vie quotidienne des gens, évidemment, l'obsolescence programmée, c'est toujours fâchant parce que on achète un bien électronique, puis à un moment donné, on se rend compte des années plus tard que cet objet-là, il était conçu pour durer un certain nombre d'années et ça s'arrête là. Mais il y a un impact, et ce qu'on voit pas nécessairement, et ce à quoi on pense pas nécessairement, c'est l'impact environnemental de tous ces produits électroniques qui consomment énormément d'énergie. Puis une fois qu'ils ont consommé toute cette énergie-là, ils se retrouvent dans l'environnement où on n'a pas encore bien établi des lieux pour en faire quelque chose. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est un immense problème. Puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, quand on parle des technologies du numérique, on s'intéresse aux usages, mais on regarde pas vraiment la fabrication et tout ce que ça peut représenter. Et à l'autre bout du spectre, les déchets, comme vous dites, qui sont produits. Et pourtant, si on veut faire un bilan environnemental adéquat des technologies numériques, on doit les considérer dans leur cycle de vie entier. Et non pas uniquement en regardant les usages où là, on peut voir des bénéfices. Et ils sont réels, les bénéfices. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Mais sur cette question de l'obsolescence programmée, effectivement, donc, les déchets, je mentionne quand même, et on le mentionne dans notre avis, que, depuis 2023, on a quand même adopté, donc, la loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée, c'est le titre, et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens. Donc, cette loi-là, elle interdit au Québec la commercialisation de tout produit dont l'obsolescence serait programmée. Évidemment, c'est pas facile de pouvoir établir et prouver. On le comprendra. Mais on a quand même une législation à cet effet. Et la législation stipule aussi que les renseignements nécessaires à la réparation et à l'entretien d'un bien doivent être rendus disponibles à un prix raisonnable. Donc, il y a là-dessus, mais c'est quand même récent, il y a là-dessus quelque chose d'une initiative législative très importante qu'on salue. Mais même si ça va dans la bonne direction, c'est pas encore suffisant. Et là, bien sûr, il y a les mécanismes d'application de surveillance qui ont à être améliorés.
Mais ce qu'on indique également dans la vie, c'est que on devrait prévoir aussi la mise en place d'un indice de réparabilité ou de durabilité des produits. Un indice comme celui-là, qu'est-ce que ça nous donnerait? C'est quand vous achetez un bien, quel qu'il soit. Par exemple, si vous aimez l'idée d'un réfrigérateur connecté qui vous dira quoi acheter et à quel moment, est-ce que de savoir, par exemple, qu'un de ces appareils connectés peut être réparable, c'est quoi l'indice de réparabilité de l'appareil et c'est quoi son indice de durabilité? Si on bénéficiait d'indices comme ça, un peu comme on l'a, par exemple, avec les cotes énergie, Énergie Star ou autre, de consommation, ça permettrait au moins aux consommateurs de faire des choix davantage éclairés dans les achats qu'il fait, se rendant bien compte, par exemple, qu'un appareil, peut-être à moindre coût, est moins intéressant pour lui ou pour elle par le simple fait que son indice de réparabilité est très peu élevé et qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui se retrouvera beaucoup plus rapidement dans le cycle, dans la phase des déchets. Donc, une consommation beaucoup moins intéressante au fond, mais avec ce genre d'indice, ça permettrait aux consommateurs de mieux voir quels sont les produits qu'il achète et en plus d'encourager les producteurs à se responsabiliser davantage par rapport aux produits qui sont mis en marché. Quant aux impacts environnementaux de ces produits-là, en considérant l'ensemble de la chaîne, du cycle de vie. Sur l'obsolescence, peut-être aussi un autre petit point, il n'y a aucune mesure, malheureusement, à l'heure actuelle, pour lutter contre deux autres types d'obsolescence qu'on souligne dans le rapport, qui est l'obsolescence psychologique. Et pas juste l'obsolescence programmée de l'appareil, mais l'obsolescence psychologique, c'est tout ce qui va pousser des individus à remplacer trop rapidement des appareils parce dans notre tête, ça devient obsolescent. C'est l'idée. Et tous ces mécanismes-là existent qui font en sorte que, par exemple, bien des gens jugeront absolument essentiel de remplacer leur téléphone cellulaire à tous les ans, d'avoir le dernier gadget disponible X, Y, Z, que ça aille de l'automobile ou à autre chose. C'est très vaste. Et les objets connectés qui sont en croissance aussi énorme. Donc ça, c'est un type d'obsolescence contre lequel on devrait pouvoir lutter. Et l'obsolescence logicielle aussi, qui fait en sorte, dans le fond, que on peut plus utiliser certains appareils parce que ce qui est rendu disponible n'est pas adapté, notre appareil n'est plus adapté ou suffisamment adapté. Et là aussi, il y a des jeux pour les entreprises et pour les producteurs pour créer de la demande ou en fait pour s'assurer que les achats des produits se poursuivent et se multiplient. Donc, ces types d'obsolescence-là doivent être considérés aussi. Il y a des actions qui peuvent être posées de ce côté-là. Luc Bégin, je rappelle que vous êtes président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec. Et pour les gens qui voudraient poursuivre la réflexion, moi, je les invite à aller faire un tour sur la page descriptive de l'émission de cette semaine sur moncarnet.com. Je vais mettre un lien vers cet avis qui est fort intéressant à lire. Moi, j'ai adoré ça. Et merci pour ce temps de réflexion que vous offrez. Là, c'est rapide. On en a parlé juste quelques minutes. Mais en lisant l'avis, vous allez voir, il y a plusieurs questions qui sont soulevées avec des réponses, des réflexions, et c'est fort pertinent d'investir du temps là-dedans pour se faire une tête. Merci beaucoup de cette invitation, puis j'invite particulièrement les gens à regarder aussi les actions que nous suggérons qui devraient être prises. Merci, puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. La directrice générale de Garage & Co a conduit la semaine dernière une mission stratégique à New York pour renforcer les liens entre les startups high-tech, comme on les appelle, et donc celles du Québec, et celles du marché américain. Cet incubateur dédié aux entreprises qui fabriquent des produits physiques s'engage à ouvrir de nouvelles portes pour les startups en quête d'investissement et de collaboration internationale. Pour parler de l'incubateur lui-même, mais aussi de leur rencontre à New York, on rejoint la directrice générale. Bonjour, Laurence
Laurence Audette-Lagueux. Bonjour Bruno, ça va bien? Ça va très bien. Laurence, vous revenez d'un voyage avec pas mal de monde à New York où vous avez permis de faire du maillage. Là. Mais je vais revenir là-dessus. Je veux juste savoir, parce que je parlais de Garage & Co, qu'est-ce que c'est exactement? Question de présenter l'organisme. Ben oui, dans le fond, Garage & Co, c'est un hub en innovation hard tech. Donc, on parle de fabrication physique. Fabrication physique, exactement. Okay. Le hard tech, c'est vraiment tout ce qui est technologie physique. C'est la contraction du mot hardware et tech. Donc, il faut une composante physique dans le développement du produit. Donc, on peut parler de tout ce qui est IoT, pas mal de choses en clean tech va devoir avoir un produit physique derrière. Tout ce qui est medical device rentre dans le hard tech, certains biens de consommation technologique. Donc, ça ratisse large. Si je vous demandais de me donner un exemple ou deux d'entreprises qui font partie de la famille Garage & Co. Oui, bien sûr. Je sais que c'est difficile parce qu'il y en a plusieurs, mais juste deux. On accompagne plus qu'une vingtaine de startups en démarrage. On les prend un petit peu plus loin que l'idéation, mais vraiment au niveau du développement du prototype jusqu'à la micro-série. Donc, en ce moment, on accompagne une startup. Je vais vous parler de notre premier Cortex Sport avec Jean-Simon Boucher. Lui, il travaille sur le développement d'un casque qui aide à la récupération de commotion cérébrale. Donc, grâce à des protocoles de photobiomodulation, là, c'est de l'infrarouge. Il est capable de détecter les commotions cérébrales puis de les traiter presque instantanément. Donc, il travaille là-dessus depuis presque 2 ans. Il a passé par le Santec. Après ça, il est venu avec nous pour développer son produit physique. Là, il s'en va en phase de test. On travaille également avec Totum Tech qui sont en train de développer des gants intelligents qui font de la prévention contre la maladie de Raynaud. Donc, la maladie s'attaque vraiment aux extrémités. Mm-hmm. Coupe le sang dans les extrémités. Donc, elle travaille activement sur la prévention d'attaques pour la maladie de Raynaud. Les défis pour ces startups-là, est-ce qu'ils sont semblables ou différents aux startups qui sont plus dans le monde numérique? Là, je vais dire que les défis de base sont les mêmes au niveau de passer de l'idée à l'action. Vraiment, ça repose comme une software sur sa capacité de commercialiser, sa capacité de vendre, puis de faire un profit à travers ça. Fait que, la problématique vraiment de base sur une startup, résoudre un problème, puis trouver des clients pour vendre sa solution, ça reste le même, c'est une business. Après ça, je pense que tout ça est décuplé par la composante physique parce que le capital de démarrage est quand même plus important que pour une compagnie software qui est capable d'être très agile. Là, tu développes, tu testes, tu reviens. Tu peux faire des tests, des cycles d'itération qui peuvent être extrêmement, extrêmement rapides avec un software. Dans un manufacturier, c'est plus complexe. Par contre, on essaie vraiment, nous, de pousser avec nos startups, de ne pas se laisser donner ça comme excuse, de ne pas aller en itération, dire « Ah, ben moi, je veux un beau proto avant de le faire tester, puis après ça, recevoir du feedback ou d'aller voir des clients. Je veux que ça marche parfaitement. » Fait qu'on essaie vraiment d'aller dans du prototype, du low prototype pour être capable de dire « OK, on va chercher. » C'est sûr qu'il y a des entreprises qui sont plus complexes là, en medtech. Aller dans le low prototype, ça n'existe presque pas, là, c'est sûr. On va avec des gens. Mais ça ne nous empêche pas d'essayer de raccourcir au maximum le temps de prototypage pour aller faire du design for feedback, travailler sur le design for feedback pour avoir un retour du client ou de l'utilisateur, pour ne pas avoir trop de dépenses reliées au prototypage sans avoir validé. Et là, j'en viens à la raison pour laquelle on se parle. Vous êtes parti, une délégation à New York. C'était quoi le but? C'était quoi les objectifs de cette mission-là? Bien, l'écosystème hard-tech du Canada est naissant, je veux dire. Donc, ça fait, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de software qui a été développé dans les dernières années. On reste un écosystème assez petit. Donc, nous, notre objectif à New York, c'était d'aller visiter AXE Accelerator, qui est un non-for-profit qui est opéré par SOSV. SOSV, c'est le plus important
investisseurs en hard tech au monde. Donc, eux, ça fait depuis 2011 qu'ils font ça. Ils ont des bureaux à Shenzhen, Pune en Inde et tout récemment à Newark, où là, ils ont ouvert un nouvel espace qui permet de prototyper rapidement sur place avec il y a une quarantaine de startups. Donc, pour nous, l'objectif, c'était vraiment d'aller là pour s'inspirer. C'est quoi leur technique d'accompagnement pour les startups en hard tech? Quelle sorte d'entreprise ils regardent? Puis, bien sûr, eux, c'est un accélérateur international, donc ils vont aller chercher des startups de partout dans le monde, dont le Canada. Alors, l'objectif, c'était vraiment de comprendre un petit peu c'était quoi leur vision d'une bonne startup, comment ils travaillaient. Donc, on a amené une dizaine de startups à tout stade de développement, quelques-unes en idéation, mais d'autres qui sont en train de faire leur projet pilote et de voir un petit peu comment on peut ouvrir les lignes de discussion entre nos deux organisations. Et ça a été quoi leur réaction quand ils ont vu le savoir-faire québécois? Il y a eu quelques belles startups qui se sont démarquées. C'est sûr que, tu sais, pour nous, ça a été un apprentissage d'arriver avec des VC new-yorkais. Tu sais, c'est vraiment une... on n'est pas pareil, ça va. Ils sont straight to the point. Vraiment straight to the point. Ils sont très attentifs quand les startups pitch. Ils comprennent vite la capacité de la startup. Est-ce que c'est une startup qui peut être investissable vraiment sur de l'argent VC avec les rendements qu'un VC demande? Donc, on avait quelques startups qui se sont bien démarquées. Il y en avait qui avaient amené leur prototype. Ça, c'était vraiment... c'est chouette, ça. C'était hyper chouette, exactement. Ouais, on a quelques très, très beaux pitchs, là. Puis, chez Garage & Co, vous revenez avec quoi? On revient avec des nouveaux contacts, avec de la validation. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on développe le projet Garage & Co. On ne veut pas accompagner comme les autres personnes accompagnent dans l'écosystème parce que ils sont déjà là. Donc, nous, c'était comment on accompagnait, dans quelles conditions. Et en se rendant sur place chez Axe, on se rend compte qu'on était quand même dans la bonne direction dans notre façon de faire. T'sais, eux, ça fait quand même depuis 2011, 13 ans qu'ils font ça. Ils en ont appris beaucoup des choses. Ils ont une façon absolument extraordinaire de travailler avec leurs entreprises. Eux, comme ils sont à Shenzhen, puis à Pune, eux, c'est around the clock, hein, c'est vraiment leurs ingénieurs prennent des commandes, des startups. L'ingénieur travaille sur ça. Le matin, la startup se réveille, l'ingénieur a déjà travaillé, ils peuvent partir en proto avec l'ingénieur sur place à Action, des laboratoires incroyables. Leur pitch, leur value prop à Axe, c'est vous allez faire en 1 semaine avec nous ce que vous feriez tout seul, ça vous prendrait 6 mois. 6 mois, 1 semaine. Et ils sont extrêmement bons. Et puisque les partners de SOSV sont sur place à Axe, ils travaillent au quotidien avec les entrepreneurs. Ils ont vraiment créé un espace où la due diligence se fait presque au quotidien. Ils voient comment la startup travaille, comment elle pivote, comment elle va aller chercher des nouveaux clients, comment les entrepreneurs, l'équipe va réfléchir. Donc, c'est très beau ce qu'ils ont développé. C'est très, très, très inspirant. Laurence, des gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés à rentrer en contact ou en prendre un peu plus sur Garage & Co, comment ils peuvent le faire? Soit sur notre site web, ils peuvent se rendre sur le site web, remplir un formulaire, puis nos programmes managers vont prendre contact avec eux. On organise aussi des événements aux 2 mois qui sont les Hard Tech Innovators Meetup. Donc, on en a un dans 1 mois. On explore différents sujets là, des difficultés puis des opportunités du hard tech, puis comment rendre accessible le hard tech à une majorité. Donc, tout le monde est bienvenu, les étudiants, les universitaires, les membres de la communauté, tous ceux qui veulent en apprendre plus sur le hard tech sont bienvenus. Dans ce reste, on est assez actifs sur LinkedIn aussi. Là. Donc, plein de façons de nous rejoindre. Bon, ben voilà comment. Et voilà comment garder le contact avec vous. Laurence Audette-Lagueux, directrice générale de Garage & Co, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Mon prochain invité, il est développeur et patron de la boîte de conseil Flint
dans le domaine du développement de solutions informatiques et il était récemment à San Francisco pour assister au Dev Day d'OpenAI au début du mois. Curieux de connaître ses impressions sur cet événement clé et surtout ce qu'il retient de ses présentations d'OpenAI, j'ai pensé l'inviter aujourd'hui maintenant qu'il y a eu le temps de décanter toutes ces annonces. On va le rejoindre en France, plus précisément à Montpellier. Bonjour Pierre Vanier. Salut Bruno. Hey Pierre, au début du mois, tu étais à San Francisco pour la grande rencontre du Dev Day de OpenAI. Si je te demandais, ça a été quoi d'abord tes impressions quand tu es sorti de là? Puis après, on viendra aujourd'hui. Très impressionné par la qualité globale en fait de l'événement, c'est-à-dire le niveau, le professionnalisme, le niveau des conférences, des conférenciers, les démos, parce que c'était quand même très technique. Donc il y avait quand même des démos. Donc enfin moi qui suis software engineer, qui ai quand même l'habitude de faire des démos, dont 80% on sait qu'elle plante au démarrage. D'ailleurs en fait voilà pour la petite histoire, tout ça s'est très très bien passé, mais un quart d'heure avant le lancement de la keynote, il y avait des trucs qui plantaient et qui marchaient pas. Et je sais, voilà, de sources internes qu'ils ont dû se dépêcher pour vraiment tout mettre en ordre. Mais au final, vraiment, tout s'est super bien passé. Donc, une mécanique vraiment bien huilée et un sentiment vraiment de professionnalisme et de dérouler de sorte de puissance, en fait. Vraiment, sorte de puissance. Tu parles de sentiment. Avais-tu le sentiment, toi, comme participant dans la salle, de vraiment avoir accès à des outils intéressants pour ton boulot de développeur? En fait, les innovations et les démos sont faites d'une telle manière que tu en prends vraiment plein la figure. Donc, en fait, tu as besoin de digérer quelque part. Mais c'est vrai qu'en fait, tu as des effets waouh, pas des effets ChatGPT, pas aussi puissants, mais tu as quand même des effets très impressionnants qui te font te dire waouh, comment tu reprends tes esprits, comment je vais faire ça, comment je vais l'implémenter, qu'est-ce que ça implique comme changement. C'est vraiment ce genre de sentiment, donc pas tout de suite un use case, tout de suite tiens je vais le mettre demain matin en marche, etc. Puis 2 semaines plus tard, est-ce que le wow est toujours là? Le wow est toujours là. Il y a d'autres choses qui sont sorties entre-temps et qui sont même presque au moins autant intéressantes, voire même peut-être plus intéressantes que ce qu'ils ont sorti. Des fois, c'est les petites choses à côté qui sont parfois plus intéressantes que le truc qui est sous le feu de la rampe, tu vois. Et en fait, là, ils ont sorti depuis finalement, d'ailleurs 2 ou 3 jours après la keynote, ils ont sorti Canvas. GPT, ChatGPT, Canvas. Qui change l'environnement, là. Ouais, qui est intéressant parce qu'effectivement, ils viennent du coup sur le marché, sur les plates-bandes de Copilot, de Cursor, de tous les assistants au coding. Et on sait que c'est un gros marché qui est vraiment important, qui bouge beaucoup. Donc ça, c'est assez intéressant, même si voilà, l'outil est pas complètement terminé, c'est une première version, etc. Il y a un mouvement, il y a une dynamique dans ce sens-là. Et puis le deuxième qu'on a vu, ils ont aussi sorti quelque chose que je trouve très intéressant, c'est Swarm, très récemment là, qui est en fait une logique agent, même si ça reste complètement en bêta, etc. Donc ces deux avancées-là sont intéressantes si on veut s'intéresser et se dire où est-ce qu'OpenAI peut se projeter dans les quelques mois qui arrivent. Parce qu'en fait, ils mettent beaucoup de, tu vois, je vais prendre l'expression, mais ils mettent beaucoup de fer au feu. Ils essayent beaucoup de choses. Ils essayent le voice-to-voice, real-time. Ils vont sur l'aspect financier aussi parce qu'ils savent qu'ils vont grappiller des parts de marché. Et là, c'est vraiment important avec tout ce qui est les modèles distillation, avec le prompt caching qui permet d'aller chercher plutôt le nerf de la guerre, le côté financier. Pour les développeurs et les entreprises, parce que c'est vraiment un marché qui bouge beaucoup. Les prix ont été divisés par 100 ou 1000 depuis le démarrage des systèmes avec API. On sait aussi que potentiellement, il y a des rumeurs comme quoi ils sont en train de monter des choses avec un device, avec Johnny Ive, etc. Mais ça, on n'en sait pas beaucoup plus. De l'autre côté, il y a ce Canvas GPT où à un moment ils sont en train de se mettre sur essayer de rentrer et s'immiscer dans la couche OS. Parce que finalement, en fait, ces outils d'IA, ce qui leur manque, c'est l'interaction avec le monde extérieur. Et l'interaction avec le monde extérieur, et vous en aviez parlé avec Tarim et avec François et avec Philippe lors d'un débrief de la tech il y a quelques jours, une dizaine de jours.
où vous expliquiez, c'est un peu toutes ces grosses boîtes, c'est un peu la bataille et la course à il nous faut notre milliard d'utilisateurs. Et aujourd'hui, ChatGPT ou les chatbots, on voit bien que ça va pas être le moonshot, ça va pas être la killer app. C'est intéressant, mais c'est pas comme ça que tu vas devenir un mastodonte, et c'est pas surtout pas comme ça que tu vas rembourser tes 6 milliards de dollars levés très récemment. Donc ils essayent plein de choses, s'immiscer dans les coding assistants pour pouvoir, pourquoi pas, interagir avec l'OS. Ce que malheureusement Microsoft avait essayé de faire et ils se sont fait retoquer parce que tu avais un système qui prenait en permanence en vidéo. Donc, tu vois, il faut quand même réfléchir à la vie privée, etc. Ça pose vraiment des questions d'UI, UX, d'usabilité, etc. Et le dernier point, oui, Swarm, avec les agents, parce qu'effectivement, là aussi, il peut y avoir des choses. Et je pense que pour leur système voice-to-voice, ils essayent de créer l'intermédiation grâce aux agents. Et je pense que le côté agent aussi, il y a un côté qui peut se développer, même si aujourd'hui, ça reste très compliqué à gérer. Voilà, j'ai essayé de te faire un gros pot pourri de ce que je ressens et de ce que je pense de tout ça. C'est bien ramassé. Pour un développeur comme toi, comment tu entrevois le potentiel de ce qu'ils sont en train de développer, de ce que tu as vu lors de la présentation? Moi, ce qui me taraude et ce qui m'empêche de dormir depuis 2 ans, c'est que petit à petit, moi, je fais du service, donc c'est-à-dire qu'on est là pour répondre à des entreprises qui ont des problèmes de recrutement, de talent dans la tech. Ok. Et en fait, les outils et la direction que prennent les choses, notamment avec les assistants au coding, me font penser que l'industrie en elle-même du software engineering est très fortement attaquée et commence à être attaquée par ces outils-là et par l'IA. Donc oui, demain matin, c'est pas demain matin qu'il y aura plus besoin de software engineer. Cependant, il y a déjà des très grosses entreprises, notamment Amazon, qui a récemment demandé à tous ces software engineers de revenir au bureau. Mais en fait, ça, c'est un peu une fausse excuse. Ça, derrière, quand on regarde ça d'un point de vue RH et stratégique, c'est peut-être plus, on accepte que 30% de nos software engineers démissionnent. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec Amazon Q et tous les assistants au coding, on va avoir la même vélocité en ayant 30% de moins de software engineers. Et pour une boîte comme Amazon, mais après je te prends cet exemple, mais toutes les autres grosses boîtes, c'est pareil, c'est plusieurs milliards d'économies par an. Donc ça plaît au marché, ça réduit la masse salariale, et de l'autre côté, on perd pas forcément en vélocité avec ces nouveaux outils. Donc je pense que c'est le début de quelque chose qui vise à rendre la couche software engineering, pour laquelle aujourd'hui on a des divas, on a des salaires énormes, on a des pénuries de recrutement, etc. Elle se fait attaquer, elle va se faire ronger de plus en plus, jusqu'à ce que potentiellement, dans quelques années, en 5, 10 ans, il n'est pas impossible que toute la couche d'ingénierie logicielle soit entièrement gérée par une ou plusieurs IA, ou des agents, ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, la raison pour laquelle il y a des software engineers, c'est parce qu'il y a des bugs, et parce qu'il faut développer de la techno. Mais à partir du moment où on aura des IA qui connaîtront suffisamment dans leur corpus, qui auront des fenêtres de contexte, OpenAI en a parlé, dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, on aura des fenêtres de contexte qui pourront être potentiellement infinies. Donc passer l'équivalent de plusieurs millions de lignes de code et lui demander de détricoter le paquet de spaghettis. Donc je pense qu'en fait, il y a une commoditisation de la couche ingénierie logicielle qui, dans quelques années, peut, à mon avis, être probablement effacée. Et je sais que ça va pas plaire à plein de monde et que tout le monde va me dire oui, mais on détruit un emploi d'un côté, mais on en crée un de l'autre. Et je répondrai, dans toutes les révolutions industrielles, il y a eu ce genre de choses-là, mais on en a toujours créé moins que ce qu'on a détruit. Premier point. Et le deuxième point, c'est que la révolution industrielle qu'on est en train de vivre là a rien à voir avec les autres dans la mesure où elle attaque en priorité les cols blancs. Donc l'économie, le savoir, les avocats, les comptables, les médecins, les software engineers, les traducteurs, les gens qui font du contenu, les responsables marketing. Donc on vient en fait complètement attaquer la couche d'économie du savoir des cols blancs. Et c'est en ça que cette révolution industrielle, elle est différente. Et c'est pour ça qu'on peut pas faire un raisonnement par induction en disant les autres révolutions, ça a été comme ça s'est toujours bien passé, ça a toujours été compliqué. On est en train de disrupter en lui-même
la notion de travail en elle-même. Et je ramènerai les gens qui sont intéressés par ça à relire Jeremy Rifkin, qui est un économiste, sur son ouvrage qui s'intitulait La fin du travail. Et pour l'instant, ces hypothèses se retrouvent pas mal, je trouve. Mais en attendant, est-ce que tu sens que OpenAI est conscient qu'il a besoin de la communauté des développeurs pour l'intégrer partout? Alors oui, ça c'est évident qu'en plus leur dev day, il était très très tourné développement. Ils viennent d'embaucher il y a déjà Romain Huet qui est très présent et qui est le Head of Developer Experience et qui est sur tous les fronts et qui est vraiment très très bon dans son métier d'évangélisation et de driver un petit peu toute cette stratégie orientée développeur. Parce qu'en fait, c'est les développeurs qui vont venir installer, tirer la croissance, créer du software, créer des wrappers, des API autour des outils. Et en fait, celui qui gagne les développeurs dans la bataille qui se joue là va gagner effectivement des tokens, va gagner des inscriptions. Et effectivement, une fois après qu'on aura, un peu comme ça s'est passé avec le cloud, une fois qu'on a un petit peu son vendor en AI et qu'on en est content, ben on en change moins que voilà, on en change pas trop. Pierre, en terminant, quand tu regardes suite à la présentation et les démos que tu as vues, ça ressemble à quoi, d'après toi, les prochains mois pour OpenAI? Déjà, je pense que ça va être probablement en interne d'essayer d'arrêter l'hémorragie, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont partis. Ça peut indiquer différentes choses. C'est un peu ce que je disais aussi à BFM, c'est que dans plein d'entreprises et a fortiori encore plus dans des entreprises en extrêmement forte croissance comme OpenAI, je pense que ça doit être difficile à gérer au niveau de l'humain, du management, de la stratégie, de la gouvernance. Donc il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, il y a des mouvements, etc. Mais il y a aussi des vents qui circulent comme quoi l'entreprise vraiment prend un tournant qui est définitivement de l'autre côté du not for profit, de l'AI qui bénéficie à toute l'humanité, mais beaucoup plus quelque chose de mercantile, de financier dans sa direction. Et certaines personnes disent, ben voilà, il y a des gens qui sont partis parce que ça prend cette direction et peut-être un peu trop, à mort forcée, etc. Donc, je pense que d'abord, ça va être surtout en interne, en fait. Et pour le développement, les gros enjeux, ça va être probablement pour OpenAI d'être capable de sortir un modèle au moins aussi bon que Anthropic Sonnet 3.5 pour le code, parce que pour l'instant, ils sont encore un petit peu en arrière, même avec O1, qui est pas forcément très très bien calibré pour le développement, d'après ce que moi j'ai pu tester et ce que j'ai pu voir d'autres développeurs. Pierre Vanier, fondateur et président de Flint, qu'on rejoignait à Montpellier. Merci pour cette réflexion concernant OpenAI et sa dernière présentation officielle. Puis je te dis à la prochaine. Un grand merci à toi, Bruno. Merci pour nous avoir invités et écoutés. Salut, Pierre. Ciao. C'est le moment Prompt avec Liette Lamonde, la directrice générale de Prompt, qui s'entretient cette semaine avec Sylvain Lucier de l'entreprise Eva Technologies pour parler d'une plateforme innovante dont la vocation est d'aider les PME à devenir cyber-résilientes. Bonjour, bienvenue à notre 3e épisode. Je suis Liette Lamonde, directrice générale de Prompt. Octobre, c'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Donc, j'ai eu envie de m'entretenir avec Sylvain Lucier, qui connaît bien le sujet et qui peut nous en parler, entre autres, sous l'angle des PME. Bonjour, Sylvain. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, toi? Oui, ça va. On avait dit qu'on se tutoyait. Oh, désolé. Sylvain, tu es directeur recherche et développement chez Eva Technologies. Eva Technologies, c'est une des plus anciennes sociétés privées de sécurité de l'informatique au Canada. D'ailleurs, on la connaissait surtout sous le nom de LogicNet. Et elle a une division qui est entièrement dédiée à la R&D, donc la recherche et développement de solutions de sécurité de pointe. On n'entendait pas beaucoup parler de cybersécurité là en 1996, moi je m'en rappelle là. Mais je comprends que les menaces existaient déjà, puisque c'est le moment où l'organisation a été fondée. Oui, en fait, un des trucs à savoir, c'est que même en 96, peu importe, dès le début des ordinateurs, il y a toujours eu des virus qui se sont partagés avec des disquettes ou de différentes méthodes. Ça a toujours existé. Et évidemment, notre propriétaire, Éric Parent, il a fondé la compagnie en 96 après sa carrière militaire. Puis le but premier était d'aider les PME qu'on a ici au Québec.
Donc, nos bons vieux floppy disques, pour ceux qui s'en rappellent, ça pouvait contenir des risques de sécurité. Exactement. Parlons de votre projet, parce qu'on a financé un de vos projets. On parle donc d'une plateforme que vous avez développée pour renforcer la résilience des PME, simplifier leur conformité, beaucoup de conformité, et améliorer leur posture globale de cybersécurité. Mais c'était quoi, au juste, Sylvain, le problème ou le besoin à résoudre pour les PME? Le principal problème, je dirais, c'est les PME, ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas les ressources pour la cybersécurité. Ils n'ont pas les ressources pour engager, mettons, des gens pour la sécurité de l'information, des chefs de la sécurité. Puis toutes les cadres actuels, comme le CMMC, la loi 25, le PCI DSS, sont vraiment conçus pour les grandes entreprises. Les PME se retrouvent souvent complètement perdus pour essayer de se conformer. Puis, de l'autre côté, il y a des bulletins de sécurité. Les bulletins de sécurité, c'est toutes les grandes compagnies ou la plupart des compagnies qu'on a, donc Microsoft, Adobe, nommez-les, Cisco, peu importe, à chaque mois ou régulièrement envoient des bulletins de sécurité pour dire « Voici sur mes applications, c'est quoi les problèmes que j'ai et voici normalement une patch pour corriger. » Donc, l'importance de corriger, mais on en reçoit tellement, les PME en reçoivent tellement que, il y a trop d'informations dessus l'information et les PME ne savent pas où diriger leur effort. Mais oui, et puis concrètement, ça peut ressembler à quoi aujourd'hui les menaces auxquelles les PME font face là, en termes de cybersécurité? Il y a un ensemble de menaces, il y en a énormément en fait pour être franc, mais pour les PME, je dirais que le plus grand risque va être les rançongiciels. Dans le fond, si les PME ils n'ont pas de résilience. Sans résilience, si quelqu'un obtient un rançongiciel, il n'y a pas de backup, il n'a pas testé ses backups, il n'est pas certain que ses backups ont fonctionné. Soit qu'il paye, il n'a peut-être pas l'argent pour payer, ou il perd toutes ses données. Une entreprise comme une PME au Québec qui perd toutes ses données en 2024 a de fortes chances de fermer. Oui, c'est le gros risque de se rendre jusqu'à la fermeture. Exactement. Et nous, de notre côté, notre rôle premier est de faire de la gouvernance afin de donner les moyens d'améliorer en permanence leur maturité en matière de cybersécurité. On veille à ce que leur écosystème numérique soit résilient et on les prépare à l'évolution des menaces en concevant des processus et des outils qui permettent de combler ces objectifs-là. Super. Et donc, cette innovation-là, ou ce que vous faites chez Eva, c'est quoi l'impact que ça a sur nos PME? L'impact premier de notre portail et de nos innovations pour les PME est de facilement auditer leur infrastructure étape par étape, marche par marche. Donc, pour pas que ça paraisse trop grand et qu'on leur donne, mettons, 10 étapes à faire et qu'ils soient capables de le faire dans l'année. C'est comme pour manger un éléphant, on prend comme une petite tranche à la Exactement. Puis quand on regarde des cadres comme le CMMC, on va parler de 350 contrôles, exemple. Une PME qui regarde 350 contrôles à faire et que la majorité des contrôles, il les comprend pas, ça n'a aucun sens. Donc, c'est décourageant. Puis le CMMC, juste pour nos auditeurs qui le connaîtraient pas, là, dans le fond, c'est un standard américain. Oui, exactement. Le CMMC est basé sur le NIST, qui est le standard américain. Et le gouvernement américain, depuis quelques années, a mis le CMMC en place pour dire, exemple, une entreprise qui veut travailler avec le gouvernement américain, vous devez être, exemple, CMMC niveau 2. Et toute la chaîne de cette entreprise-là doit être niveau 2. Donc, ça permet en sorte de savoir que la chaîne est plus sécuritaire qu'une autre. Donc là, on a notre enjeu pour les PME. Ce que vous voulez, c'est un peu réduire le bruit puis aider à les guider étape par étape. Le premier, c'est ça, parce qu'il y a 2 étapes dans notre portail. Donc, le premier, c'est justement de facilement auditer les PME étape par étape et de donner pour qu'ils puissent se renforcer comme mois après mois, année après année. Et l'autre innovation pour nous, c'est de réduire le bruit de l'information des vulnérabilités et des bulletins de sécurité. Donc, et quand on reçoit ça, vu qu'on a le contexte aussi, on est en corrélation avec le contexte de l'entreprise, ça nous permet de reprioriser les bulletins de sécurité d'après leur environnement. Qu'est-ce qui est important pour toi, la PME, dans ton contexte présentement, puis voici les actions que tu devrais prendre, dans le fond. Et exactement, parce que le contexte n'est pas là, puis c'est sûr, présentement, on focus énormément sur les backups. Faut être capable de se relever si tu tombes. C'est le premier truc à faire qui est là présentement. Mais il y a énormément de trucs, mais c'est pour ça qu'on aime avoir avec nos clients rester pendant plusieurs années.
On a des clients qui sont avec nous depuis plus que 10-15 ans. Vous les connaissez bien. Oui. On sait qu'innover, c'est jamais simple, faire de la R&D non plus. Est-ce qu'il y a eu des défis qui ont été rencontrés quand vous avez fait ce projet-là? Oui, l'innovation, c'est toujours une idée, un objectif, mais avec une route qui est inconnue, sinueuse et peut être parfois sombre. Donc, on parle souvent avec un manque dans la technologie actuelle et on cherche à améliorer ou d'éliminer le problème, le manque de la technologie. Pour le projet actuel, on a évalué et testé différentes solutions, pour exemple, pour effectuer la corrélation entre les bulletins de sécurité et l'environnement des clients, des PME. Et aussi, comme je vous ai dit, on a la chance de travailler avec des clients de longue date qui nous servent de bêta-testeurs afin de tester les solutions. Comme ça, dans ce projet-là, il y a eu des compagnies qui ont été avec nous pour tester nos outils pendant plus que 2 ans. Et présentement, nos outils sont accessibles à l'ensemble de nos clients via notre portail. Donc, ça y est, la plateforme, c'est commercialisé, là. C'est commercialisé, mais on travaille sous forme de package, donc faut que la PME devienne client avec nous pour accéder au portail. Okay. Donc c'est pas une application que quelqu'un peut acheter. On l'achète, ouais, je comprends. Et toi, Sylvain, comme personne, là, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'amène à faire de la R&D? En fait, la recherche et le développement a toujours été, on va dire, dans mon sang. Il y a plusieurs années, j'étais directeur de recherche et développement en sciences culinaires. Et après plusieurs années en sécurité, pour moi, c'est comme venu naturellement d'appliquer les mêmes concepts dans la sécurité de l'information. Parce que oui, on le sait, le progrès, l'innovation, c'est un clé pour la productivité. Et le Québec, le Canada, tout le monde, tous les domaines ont besoin de productivité et ont besoin de progrès. Et ont besoin de Sylvain aussi, qui sont des gens comme toi qui innovent de la cuisine jusqu'à la cybersécurité. Merci Sylvain d'avoir passé ce temps-là avec nous. Je vous dis, la cybersécurité, là, c'est certainement une préoccupation pour votre entreprise, peu importe sa taille. Sachez qu'il y a une multitude d'entreprises québécoises qui fournissent des produits et services comme Eva et qui peuvent vous aider. Nous, on les a répertoriés et vous allez les retrouver dans une cartographie qu'on a lancée avec un portrait aussi de la cybersécurité au Québec. Donc, c'est disponible sur notre site Internet. Et je vais d'ailleurs les présenter dans le cadre d'une conférence à InCyber le 29 octobre. Alors, je vous y donne rendez-vous. Merci, Sylvain. Merci, Liette. Merci tout le monde. Merci, Prompt. Bye-bye. Tiens, on est rendu à ce moment où on accueille un petit nouveau cette semaine dans mon carnet. Il viendra nous parler chaque 2 semaines de sujets reliés au monde de la balado-diffusion du podcast. Si je vous dis le podcastologue, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou encore des noms de podcasts comme Contre-enquête, L'ombre du doute ou encore Redoutable, les grands crimes en récit. Je crois que certains d'entre vous l'ont deviné. Notre nouveau collaborateur, c'est Stéphane Berthomet. Bonjour Stéphane. Bonjour Bruno. Stéphane, les gens te connaissent parce qu'on t'a accueilli souvent ici, dans mon carnet. Ils te connaissent évidemment pour tes séries de podcasts du monde du true crime. Mais là, si tu viens nous visiter aux 2 semaines dans mon carnet, ce sera pour nous parler de l'industrie de la balado-diffusion. Oui, Bruno, tu m'as permis de reprendre ma casquette de podcastologue, d'observateur du milieu du podcast. Et tu m'as offert une chance de petit nouveau, de venir participer avec une chronique, ce qui me rajeunit à ton émission, à ton formidable balado. Donc oui, c'est ça. Alors toutes les 2 semaines, on va se retrouver. Je vais te parler de l'actualité du balado, du podcast, de ce qui s'y passe, de ce qui s'y fait d'intéressant, peut-être des fois de moins intéressant. Donc on fera un petit peu le point là-dessus toutes les 2 semaines. Et puis, question de montrer à quoi ça va ressembler, tiens, on va en faire une tout de suite. Si tu es à Paris, c'est évidemment parce qu'il y avait 2 événements qui se passaient dans le monde du podcast à Paris et 2 événements qui se passaient simultanément, là. Oui, alors ça, c'est la grande nouveauté de cette année. Il y a eu le Paris Podcast Festival qui existe depuis plusieurs années, qu'on connaît bien, qui est le grand rendez-vous du podcast parisien. D'ailleurs, un peu trop parisien pour certains podcasteurs qui sont en province. Et il s'est ajouté un 2e festival. Et alors, figure-toi, tu le sais bien, mais nos auditeurs ou nos auditrices ne le savent pas forcément. Imagine-toi que ce 2e festival se tient exactement en même temps que le Paris Podcast Festival. Ça s'appelle le Pod Paris. Ça se tient à la Bellevilloise.
Alors, tu entends un petit bruit de mobilette qui te prouve qu'effectivement, je suis bien à Paris. Donc, ça se tient à la Bellevilloise, qui est une sorte de centre d'événements qui est très sympathique, qui est très, très bien adapté justement à des rencontres du type podcast. Et alors, ces deux événements se tiennent en même temps. Alors, ça, évidemment, il y a des pour et des contre. Le pour, c'est que ça permet à tous les podcasteurs et podcasteuses, y compris ceux de province, ceux qui doivent faire de la route pour venir, y compris ceux qui viennent de très loin, comme moi, du Québec, de participer à deux événements. Deux événements qui sont fondamentalement différents quand même. Le Paris Podcast Festival. Oui, parce que le Paris Podcast Festival est déjà installé. Il est, je dirais même presque dans une certaine routine, mais en même temps, il consacre des podcasts qui sont peut-être vus pour certains dans l'univers du podcast parfois un petit peu élitistes, mais en tout cas qui sont des podcasts qui sont déjà des podcasts qui existent, qui ont déjà souvent des très grandes écoutes. Et le Pod Paris a une approche un peu différente. Il est issu du Podren, qui est un événement que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui a démarré maintenant il y a au moins 5 ans, si je me trompe pas. Et le Podren, ça appartient un peu à cette mouvance de l'Internet libre, du podcast libre. Donc, c'est une vision beaucoup plus proche de l'indie, de l'univers indie, d'indépendant, comme on le dirait chez nous, que de l'univers professionnel du podcast. Stéphane, permets-moi de te mettre dans l'embarras. Est-ce qu'il y en a un des deux que tu as préféré cette année? C'est difficile à dire. J'ai bien aimé le Pod Paris. J'ai apprécié son côté réellement, je te dirais amateur dans le bon sens du terme. Tu vois, tu sens que c'est des gens qui sont motivés, qui partent vraiment avec peu de moyens, mais qui ont beaucoup de cœur, qui sont aussi des gens qui sont des passionnés de l'univers du podcast. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'aime bien la journée professionnelle du Paris Podcast Festival. Je t'avoue que je commence à ressentir, et je pense que je suis pas le seul, une certaine lassitude aussi du côté des journées qui suivent du Paris Podcast Festival. Il me semble, et je veux pas faire de critique parce que c'est très difficile à faire un festival, mais il me semble qu'on commence à ronronner un peu. C'est ce que j'ai entendu dire, en tout cas, de la part du public, de la part de certaines personnes. Donc, j'ai une petite préférence aujourd'hui pour le Pod Paris, que j'ai trouvé comme une sorte d'entreprise comme ça, pleine d'énergie, un projet qui se veut nouveau. Je trouve que les deux se complètent bien. Je suis pas sûr que les deux vont survivre conjointement dans les années à venir, parce que je m'inquiète un peu pour le Paris Podcast Festival, mais comme tu sais, déjà l'année dernière a eu des problèmes de financement, a eu du mal à finir son budget, donc je m'inquiète un peu de ce côté-là. Mais je trouve que deux festivals comme ça qui sont très différents, qui nourrissent les besoins, les attentes du public, c'est vraiment un bon moment. Puis ça prouve aussi que le podcast va bien. Revenons sur la journée professionnelle du Paris Podcast Festival. C'est toujours le rendez-vous de l'industrie. Je ris parce que c'est aussi le rendez-vous... Je sais pourquoi tu ris, Bruno. Oui, c'est le rendez-vous des chiffres. C'est là où on dévoile la popularité du podcast en France, et année après année, c'est toujours une surprise. Exact. Alors, les chiffres, je sais pourquoi tu ris, parce que toi et moi, avec Philippe Chapeau, qu'on salue, on a déjà eu l'occasion de parler de ces résultats, de cette étude du CSA qui est faite auprès de 1000 podcasteurs, dont 200 qui écoutent régulièrement du podcast, des auditeurs et auditrices hebdomadaires, dont on évidemment on se questionne sur la représentativité, parce que 1000 podcasteurs, c'est peu pour tirer une statistique. Mais bref, les chiffres de cette année, ne boudons pas notre plaisir, sont très bons. L'année dernière, tu sais, on nous avait annoncé une sorte de repli, et je me rappelle qu'on en avait discuté, on avait dit ok, mais c'est bien gentil de mesurer les chiffres sur une année, mais ça se mesure sur plus long que ça. Et effectivement, maintenant qu'on regarde les chiffres de cette année, on est reparti dans une hausse. Donc si on fait un lissage sur les 3-4 dernières années, on est quand même dans une hausse continue de l'écoute de podcasts. Et là, j'attire ton attention sur un point qui, à mon avis, échappe à beaucoup de monde. L'étude du CSA qui est délivrée le matin à la journée pro du Paris Podcast Festival. Journée pro, je fais une autre parenthèse, qui maintenant est entre les mains de CB News, qui n'est plus aux mains exactement du Paris Podcast Festival. Ouais. C'est vraiment une journée qui est gérée par CB News, qui est intégrée dans le festival, mais qui est gérée par CB News. Eh bien, ces chiffres-là sont très, très positifs. On est sur l'écoute totale de podcasts de Français à 42%. 42% des Français
écoute du podcast occasionnellement, contre 37% l'année dernière. Le chiffre mensuel de l'écoute du podcast, lui aussi, a énormément progressé. 5 points, on est à 33% contre 26%. L'écoute hebdomadaire a légèrement progressé, mais ce qui est important, c'est les progressions d'écoute, du nombre d'écoutes. Tu sais, on le sait, c'est un phénomène connu. Quand les gens découvrent le podcast, ils se mettent à devenir un peu compulsifs dans la recherche de nouveaux contenus, et l'écoute 2 fois par semaine est à plus de 40%, donc il y a plus de 40% des gens qui écoutent des podcasts 2 fois par semaine, et 36% qui en écoutent 3 à 5 fois par semaine. Donc on est quand même, on est quand même sur des chiffres qui sont très très forts en augmentation. Et puis, on est sur un bilan qui est extrêmement positif dans l'industrie du podcast. Si on parle du volet un peu plus professionnel, qu'est-ce que les entreprises ont à gagner à faire des podcasts ou à faire de la publicité en podcast? On reste un peu dans le même chiffre que les années précédentes, entre 70 et 80% de bonnes cotes de la part du public qui dit qu'ils considèrent que ces entreprises sont plus modernes, sont plus innovantes, sont plus proches du public, que ça fait réfléchir sur la marque, etc., etc. Les chiffres de conversion sont encore une fois excellents. On parle d'une conversion qui est très très forte, qui est de l'ordre de 6 à 7 sur 10, c'est-à-dire 60% à peu près de taux de conversion. Et de conversion, on s'entend, on ne parle pas de passage à l'achat systématiquement, mais de gens qui en parlent à quelqu'un ou qui vont se renseigner sur la marque. Oui, qui vont passer à l'acte, exactement. Exact, un passage à l'acte quelconque, qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux, mais on est quand même à un 10% de conversion à l'achat, ce qui est bien au-delà, évidemment, de la plupart des autres médias. Alors, cette étude, évidemment, son bon côté, son point fort, c'est ça. Son point faible, à mon avis, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Julie Gaillot, qui est la présentatrice de cette étude au CSA, donc il l'a présentée le matin même, pour lui poser quelques questions. Parce que pour moi, cette étude, elle souffre quand même de quelques questionnements qui ne sont pas répondus. Notamment, il y a une question qui est posée et qui est donnée comme étant une réponse du public qui préfère les podcasts de courte durée. Là, on parle des 15 minutes, à peu près 15-20 minutes. Et donc, on nous annonce, il y a une forte proportion du public qui préfère du podcast court. Or, quand j'interroge Julie Gaillot, bien, c'est moins clair au sujet de la question. Ce qui est moins clair, c'est de savoir si finalement c'est une photographie de l'écoute actuelle, il y a une offre X de podcast et les gens écoutent plus de format court. Mais à ce moment-là, il faudrait savoir si ils écoutent plus de format court parce que l'offre de format court est supérieure en quantité, tu comprends, plutôt que leur préférence d'écoute. Donc là, il y a un flou là-dessus. Est-ce que c'est un chiffre qui correspond à une photographie de l'écoute aujourd'hui en fonction de l'offre, ou est-ce que c'est un chiffre qui correspond au souhait des auditeurs et des auditrices? C'est plutôt la première option. Donc ça veut dire que ça devrait être pondéré en fonction de la proportion d'offres entre les formats courts et les formats longs. Ça pour moi, c'est problématique. Et puis, là, tu vas encore rigoler, il y a le deuxième point qui est la question du podcast vidéo. Pourquoi je ne lâcherai pas, Bruno, tu sais, hein, j'en fais mon bâton de pèlerin. Ouais. Mais pourquoi? Parce que on parle de la découvrabilité et on dit, et encore une fois, c'est une bonne nouvelle, 44% des podcasts ou des balados sont découverts dans les applications, au sein des applications, ok? Donc, on parle des applications comme Apple Podcast, et Spotify. Donc, ce qui est quand même un très, très bon chiffre, ce qui veut dire qu'il faut être très vigilant sur toutes les métadonnées de vos podcasts, le titre, la vignette, etc., parce que c'est encore l'endroit où on découvre le plus souvent les balados. Le deuxième chiffre, c'est sur les réseaux sociaux. Et là, l'étude introduit dans les réseaux sociaux, évidemment, les Facebook, les Instagram, Twitter, LinkedIn, etc., mais aussi YouTube. Donc, ils considèrent YouTube comme un réseau social de découvrabilité. Donc là, on est à 38% de découverte via les réseaux sociaux, qui est un peu en baisse d'ailleurs par rapport à 2023, qui était à 42%. Puis après suivent les recommandations des proches, les promos dans d'autres podcasts. Ça, c'est quand même intéressant. Ouais. La découverte via un autre podcast constitue 27% de la découverte de podcasts. Donc, ça veut dire que la promotion croisée entre podcasts fonctionne très bien. On est quasiment à 30%. Mais là où moi, j'avais un questionnement, c'est si on dit qu'on découvre les podcasts via YouTube, qu'est-ce qu'on découvre via YouTube? Est-ce qu'on découvre de la vidéo qui porte le nom de podcast ou est-ce qu'on découvre du podcast? Bon, là, cette question-là n'est pas répondue. Et puis je vais en finir sur ce sujet-là, mais on parle d'une hausse
de l'attrait, en tout cas d'un attrait de plus en plus important vers les podcasts vidéo. Et là, encore une fois, quand je pose la question à la personne du CSA, eh bien, on a du mal à savoir si on parle d'un podcast qui est décliné en vidéo ou si on parle d'une vidéo YouTube qui porte le nom de podcast. Et ça, évidemment, ça fausse considérablement la statistique, dans le sens où si toi et moi, on fait une vidéo sur YouTube et qu'on appelle ça un podcast, et que les gens, de fait, disent « Ah, ben j'aime bien ce qu'ils font tous les deux, c'est un podcast, donc j'aime bien les podcasts vidéo », ça vient complètement changer la vision de ce qu'est un podcast natif et de ces chiffres-là, regard audio et vidéo. Donc là, pour moi, c'est le gros point noir quand même de cette étude. Stéphane, nous, on va arrêter là, mais dans 2 semaines, on se retrouve donc dans l'édition du 1er novembre. Et j'aimerais ça que tu nous parles des nouveautés de Ocha, parce que eux, ils bougent beaucoup, entre autres dans le domaine de la vidéo, mais pas que. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle, Bruno, il y a vraiment des nouveautés qui sont assez surprenantes au niveau de chez Ocha. Bon, ben on se donne rendez-vous 1er novembre dans l'édition de Mon Carnet. On te retrouve. Stéphane Berthomet, le podcastologue et cofondateur de Podpass, qu'on peut retrouver notamment son infolettre sur LinkedIn. Stéphane, je te souhaite un bon séjour à Paris, puis j'ai bien hâte de te retrouver à Montréal. Merci Bruno, prends soin de toi. Bye bye. Salut. On poursuit avec mes collègues réguliers. Cette semaine, Stéphane Ricoul nous parle du lancement de la plateforme La Vitrine. D'ailleurs, il est membre du conseil d'administration de La Vitrine. Un outil qui propose une forme de souveraineté numérique, celle de l'offre culturelle québécoise. Après le qualificatif de philosophe de l'IA, c'est celui d'hyperactif qui m'a été collé cette semaine. Il y a certainement une partie de vrai là-dedans, mais il y a surtout une partie magique, celle de pouvoir redonner de son temps et de son expertise. Et depuis maintenant plus de 4 ans, je le fais avec une grande fierté auprès notamment de l'organisme La Vitrine, en tant que membre du conseil d'administration. Et en parlant de moments magiques, a eu lieu mardi matin dernier une conférence de presse à laquelle j'ai pas pu me joindre malheureusement, mais dont je connaissais bien sûr le contenu. Je voulais vous le livrer ici, dans mes mots et avec mon enthousiasme, car pour quiconque me suit dans mes nombreux propos, vous le savez, cette hégémonie de certaines entreprises américaines sur l'utilisation de nos données numériques me pue quelque peu au nez, invitant la société civile et la société civique à s'indigner dans le respect et prendre des mesures qui pourront nous mener à un certain contrôle de ce qui nous appartient de toute façon. Dans le jargon de l'économie numérique, cela s'appelle la souveraineté numérique. Et quand je vous parle de moments magiques, je vous dévoile tout de suite le punch. La Vitrine vient de lancer une nouvelle plateforme afin de doter le Québec d'une souveraineté numérique quant à nos données culturelles et de doter chaque Québécois et Québécoise d'une citoyenneté culturelle numérique et ainsi s'offrir cette opportunité de ne plus être obligé de compter sur le bon vouloir des Facebook, Spotify et Netflix de ce monde pour nous faire découvrir l'offre culturelle du Québec dont nous sommes tous particulièrement fiers. Et quand on parle de valorisation de la donnée numérique, voilà un bel exemple. Avant de détailler un peu plus ce magnifique projet, et vous verrez que je ne serai pas seul puisque j'ai demandé à Katia Saint-Jean, la directrice générale de La Vitrine, de venir m'en parler dans cette chronique, je voulais, comme à mon habitude, faire un petit tour du monde de la francophonie, des initiatives de souveraineté numérique culturelle existantes ou ayant existé. Je commencerai par le Canada, et oui, qui, rappelons-nous, a mis en place la loi C11 qui impose des obligations aux plateformes de diffusion en matière de création, de production et de mise en valeur de la culture canadienne. Il y a aussi la France, qui, à travers sa loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, vise à renforcer le droit d'auteur et réguler les plateformes numériques. Et de façon plus large encore, il y a l'Union européenne qui a émis des directives quant aux droits d'auteur dans le marché unique numérique afin de garantir une rémunération équitable des créateurs et qui a surtout mis en place le fameux DSA qui impose de nouvelles obligations aux plateformes en ligne en matière de modération de contenu et de transparence algorithmique.
La Belgique également travaille quant à elle sur les standards d'accessibilité, sur l'appropriation numérique et la coordination en matière d'offres culturelles. Souvenez-vous, elle avait participé au symposium international à Montréal, pas plus tard que cette année, intitulé « Souveraineté culturelle et géants numériques, regard croisé Canada, France, Belgique, Québec ». Mais une fois ce tour rapide des initiatives fait, on comprend que, partout ailleurs, cette idée de la souveraineté culturelle numérique n'est que effleurée. J'ai donc demandé à Katia Saint-Jean en quoi la plateforme qu'avait lancée un peu plus tôt cette semaine La Vitrine était différente des initiatives qui existaient déjà et sur quelle base elle pouvait se permettre de nous promettre cette souveraineté de la donnée numérique culturelle québécoise. Voici sa réponse. Ce qu'on a lancé cette semaine, c'est une nouvelle plateforme dédiée à la découverte des sorties culturelles. Notre objectif, c'est de connecter le public à sa sortie idéale selon ses intérêts, que ce soit l'humour, la chanson ou le théâtre, et ça, peu importe où il se trouve au Québec. Mais pour répondre à ta question, ce qui nous démarque vraiment, c'est le fait qu'on centralise et on standardise les données qui décrivent les sorties culturelles au Québec. Cet agrégateur-là, à l'échelle du Québec, c'est vraiment unique. Puis quand je parle de données descriptives, je parle autant évidemment de la date, le lieu, l'heure, le titre du spectacle, mais je parle aussi du texte descriptif, je parle aussi de l'audience à qui il s'adresse ou de la durée du spectacle. Plutôt que d'avoir ces informations éparpillées un peu partout, on les regroupe, on les uniformise et on les optimise pour que les gens puissent facilement les découvrir, évidemment sur notre plateforme, mais aussi sur des moteurs de recherche comme Google. Il faut savoir que quand la donnée est bien structurée, standardisée, puis injectée sur les moteurs de recherche pour être découvrable, c'est toute une industrie qui en bénéficie, puis le grand public aussi. Ça vient compléter tout ça, nos stratégies de promotion puis de mise en marché qu'on met en place aussi à La Vitrine. On rend ainsi le contenu plus visible et plus accessible pour tout le monde. Quand on parle de souveraineté numérique, ça veut dire qu'on garde le contrôle sur nos propres données au lieu de les laisser entre les mains des plateformes internationales qui, on va se le dire, ont leurs propres intérêts. En collaborant avec des partenaires d'ici, dont nombreuses billetteries et associations, on s'assure que ces données profitent directement aux créateurs et aux organismes culturels québécois. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à La Vitrine, on renvoie vers les billetteries officielles pour s'assurer que les gens paient le juste prix pour leur spectacle. C'est un projet qui est vraiment important et qui montre à quel point le virage numérique est en cours dans le secteur culturel. Un virage numérique essentiel. Notre objectif, c'est de donner plus de visibilité à notre culture puis de s'assurer que ça se passe par des infrastructures québécoises pour qu'on reste maître de notre propre patrimoine culturel en ligne. Entre vous et moi, avoir réussi à convaincre toute une industrie d'y aller sur une notion de plateforme numérique où tout le monde serait égal en termes de découvrabilité, alors que cette industrie souffre grandement justement à cause des plateformes numériques d'ailleurs, reste un tour de force. Mais un tour de force n'est pas grand-chose s'il n'est pas pensé de façon pérenne. Alors je n'ai pas pu résister de demander à Katia quels étaient les plans à venir dans le développement de cette plateforme, car dans le communiqué de presse, il est indiqué que le travail se poursuit. Voici l'aperçu qu'elle nous donne. Ah oui, Stéphane, on a plein d'idées pour faire évoluer la plateforme. Ce qu'on a dévoilé cette semaine, pour nous, c'est la première itération. On veut faire évoluer la plateforme constamment pour répondre aux attentes du public comme du milieu culturel. Par exemple, un des projets qu'on a en cours en ce moment, c'est la programmation d'alerte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se crée un compte sur La Vitrine, on a la possibilité d'identifier par un cœur les artistes, les lieux, les événements qu'on aime, puis ainsi les retrouver dans son profil culturel. Avec les alertes, je vais être en mesure d'envoyer une infolette à celui qui a identifié d'un cœur qu'il aimait Guylaine Tremblay, par exemple, quand Guylaine va proposer un nouveau spectacle dans une salle près de chez lui. Pour nous, vraiment, notre vision, c'est d'arriver à offrir une expérience de plus en plus personnalisée aux utilisateurs. Et pour nous, c'est un moyen qui est vraiment efficace pour connecter le public à ce qui les intéresse vraiment. On veut aussi offrir des outils pour aider les organisations culturelles, notamment en leur offrant des opportunités de faire des promotions ciblées via la plateforme. On regarde aussi ce que l'intelligence artificielle peut nous offrir comme opportunité pour faire une meilleure promotion et d'offrir une expérience encore plus personnalisée au public. On veut vraiment que La Vitrine soit un outil flexible, une approche qui va aider autant les utilisateurs à trouver sa sortie parfaite que les organismes à promouvoir leurs événements plus efficacement.
Et pour une fois n'est pas coutume, j'aimerais laisser le mot de conclusion à Katia Saint-Jean, car je lui ai aussi demandé en quoi il était important de rendre découvrable l'offre culturelle de la Gaspésie, par exemple, alors que la majeure partie des consommateurs de culture au Québec était certainement concentrée dans la grande région de Montréal. Voici sa réponse, qui sera la conclusion de cette chronique. À la vitrine, on veut raviver l'intérêt des Québécois pour les sorties culturelles. En bref, on veut les faire sortir. C'est vrai à Montréal, mais c'est vrai partout ailleurs au Québec. En Gaspésie, il y a des super propositions culturelles et des organismes qui travaillent très fort pour en faire la promotion. Ben, nous, on veut se positionner en complémentarité de leur effort pour les aider à avoir plus de visibilité et attirer plus de monde. C'est vrai pour les locaux, mais c'est vrai aussi pour les touristes. Je pense au Festival en chanson de Petite-Vallée qui attire la grande majorité de son public de l'extérieur de la région. Donc, avec la vitrine, on veut lui offrir une visibilité pour être en capacité de rejoindre ce public-là qui se trouve un petit peu partout au Québec. Fait que c'est une initiative qui est vraiment complémentaire aux efforts que font déjà les organisations. Ça leur donne un coup de main pour mieux faire découvrir leurs événements puis rendre la culture plus accessible. Que ce soit, oui, à Montréal, en Outaouais, en Mauricie, comme en Gaspésie. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on va faire un tour dans l'industrie du jeu vidéo et on va parler UX et Ubisoft. Ben oui, puis c'est rare de pouvoir avoir des entrevues avec le domaine du jeu. Ils sont quand même assez discrets sur leur pratique. Et là, j'ai eu la chance de parler avec Patricia Nadeau, qui est une ancienne collègue d'organisation de l'organisation Tout le monde UX. Et elle est chercheure UX senior au HEC. Elle est aussi enseignante chargée de cours au HEC. Et elle va donner une conférence à la conférence UXC du Tech 3 Lab. C'est une conférence, je pense, qui sont 5e, 6e édition. Ben, ça rassemble pas mal la communauté UX à Montréal et un peu plus. Et d'ailleurs, maintenant, ça a lieu dans les nouveaux édifices du HEC au centre-ville. Patricia va parler là d'AGI, de l'application de l'AGI, mais dans les outils qui aident à construire des jeux vidéo. Où on retrouve de plus en plus d'intelligence artificielle, même si l'intelligence artificielle est utilisée dans les jeux depuis longtemps. Oui, mais de plus en plus. Puis, bon, en fait, l'AGI, on va voir ce que ça va donner au niveau des non-player characters, des caractères de background. Les personnages. Oui, c'est ça, ces personnages-là avec lesquels on interagit, qui nous donnent des discours toujours un peu répétitifs. Mais là, ils vont devenir de plus en plus intelligents. On va voir comment ça va changer la face des jeux vidéo. Mais dans le cas de la conférence de Patricia, ben, elle va nous parler à la conférence, et elle nous en parle un peu dans l'entrevue aussi, ben, de l'application de cette intelligence artificielle-là dans la coordination de toutes les créateurs à l'intérieur de ceux qui font les personnages, ceux qui font les décors, ceux qui font la musique, les scénarios, etc., pour en arriver à faire une espèce de réutilisation de ces outils-là dans le même jeu, en général. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai appris des choses dans cette entrevue-là. Ben, merci Jean-François pour cette visite en coulisses dans le monde du jeu vidéo. On va aller écouter tout de suite ton entrevue, puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bye! Pour faire une histoire courte, je suis chez Ubisoft depuis 7 ans. Je suis au sein d'une équipe qui s'appelle le Production Technology, un amalgame de différentes petites équipes. Et plus spécifiquement, moi, je m'intéresse au content creation, fait que les outils qui vont être facilitateurs pour la création de contenu dans les jeux. Fait que je m'adresse surtout, dans le fond, à des artistes et animateurs, dans notre cas, là, dans notre petite équipe. C'est très large en même temps. Ça veut dire quoi? Donc, les content creators, c'est ceux qui vont intégrer, il y a une structure du jeu qui est créée, et après ça, il est rempli par ces content creators-là. Ça veut dire quoi? C'est les personnages, c'est les paroles, la musique, c'est très, très large. Oui, exactement. Ça comprend l'audio, ça comprend tout ce qui est narratif aussi. On a un outil pour supporter justement toute la pipeline de narration, fait que le scripting et tout ça. L'animation aussi est là-dedans, donc l'animation, oui, des characters, mais pas que. Tout type d'animation va entrer là-dedans. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui est 3D models, textures matériaux, et compagnie. Là, c'est assez large. Quand on parle d'assets de jeu, c'est tout ce qui constitue le jeu, dans le fond. C'est tous les morceaux du jeu. Surtout. Et qu'est-ce qu'une ergonome de formation comme toi a à contribuer là-dedans? Là? Donc, toi, tu designes ce logiciel-là. Là. Tu coordonnes pas nécessairement la construction du jeu, mais tu coordonnes ce logiciel qui est utilisé à la coordination du jeu. Exactement. Ben, en tant qu'ergo, puis c'est vraiment là où, tu sais, moi, j'aime ça me distinguer plus en disant je suis vraiment ergonome, puis c'est ça notre titre de toute façon chez Ubisoft.
Il y a des UX chez Ubisoft sont beaucoup plus sur les jeux. Moi, je me considère vraiment parce que je m'occupe de du travailleur, de l'opérateur, comme on dit dans notre jargon. Fait que tu sais, je m'occupe de m'assurer que c'est fluide tout ça. Fait que tu sais que ça rentre dans leur workflow, que ça fait du sens dans leur pipeline, qu'on n'est pas en train d'essayer de rentrer un nouvel outil, mais qui s'intègre pas du tout à cet enchaînement-là. Fait que oui, c'est beaucoup en fait d'analyse de l'activité, analyse aussi des processus et tout ça, pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire un outil pour faire un outil. Faire vraiment l'outil qui a du sens. Oui, et dans une industrie hyper performante comme le jeu vidéo, c'est critique en même temps. Là. Tout ça doit être hyper optimisé. Oui, c'est une chorégraphie, là. Faut que tout s'enchaîne parfaitement, là. Mais c'est ça, moi, je trouve ça tellement valorisant parce que je me dis, j'aide, dans le fond, à ma façon, à ce qu'on puisse livrer les jeux de façon plus efficiente. Exactement. Et donc, dans la conférence que tu vas faire à UXI, à la conférence du C3 Lab, donc, tu parles de 3 axes importants qui sont inclus dans ce processus-là. C'est quoi? Oui, exactement. Donc, on a évidemment des outils, la technologie comme telle. Ouais. On a les humains, les métiers. Fait que nous, on parle quand même beaucoup de corps de métier chez Ubisoft parce que des 3D modelers versus un character animator, c'est pas du tout les mêmes. Sa boîte à outils, elle est différente. C'est sûr que ses tâches, son activité est très différente. Puis, les processus d'affaires, on vient d'en parler, c'est une industrie. Il y a beaucoup de processus, donc l'organisation, comment elle est structurée, va avoir aussi un impact beaucoup sur comment les workflows sont constitués. C'est de ça, entre autres, qu'on va parler de ces 3 axes-là. C'est quoi, entre autres, les processus d'affaires? Comment ils s'intègrent là-dedans? Les 2 premiers sont assez clairs. Là. C'est les humains, évidemment, ceux qui l'utilisent, dont tu parles depuis tout à l'heure. Évidemment, l'ergonomie, pas l'ergonomie, mais les outils dont tu parlais aussi, ça, c'est le métier lui-même et les outils que tous les modèles et tous les gens qui travaillent dans l'industrie utilisent. Mais les processus d'affaires, qu'est-ce que tu entends par là? Je ne vais pas te faire dire tout ce que tu vas dire dans la conférence. Mais avant, tu nous par même un peu. Ouais. Moi, quand je parle plus de processus d'affaires au niveau ergonomie de l'organisation, c'est est-ce que on a un standard? En termes d'assets, c'est un des enjeux principaux qu'on a chez Ubisoft, mais pas que, là, c'est dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a plusieurs standards de fichiers. C'est aussi simple que ça, là. Puis le fait qu'il y ait plusieurs standards, c'est vraiment problématique pour la réutilisation. Dire, OK, on a une belle grosse banque d'assets, sauf que ce format-là, ce type de fichier-là, il fonctionne pas dans mon engin. C'est pas nécessairement la faute de l'engin, là, c'est vraiment juste parce que il y a pas de standard. Fait que c'est un petit peu la jungle. Puis c'est le genre de choses auxquelles il faut réfléchir en tant qu'organisation. Est-ce qu'on essaie de justement se définir un standard? Fait qu'il y a beaucoup de corrélations comme ça, de choses qui vont être impactantes nécessairement dans comment on gère nos outils, comment on gère nos humains. Fait que tout ça, c'est imbriqué un dans l'autre. Et de là, dans ta conférence, évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est le cas, et je pense que c'est un des grands thèmes de la conférence UXI, c'est comment l'IAG dans le mix va changer tout ça. Comment? Mais dans l'industrie du jeu vidéo, on sait que l'intelligence artificielle va s'intégrer de plus en plus. On en parle, on sait que les non-player characters, les NPC qui sont présents dans les jeux vont être impactés. Le jeu va devenir littéralement vivant là, dans les prochaines années. Mais au niveau des outils dont toi, tu t'occupes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tu sais, l'intelligence artificielle, on le dit souvent, c'est pas nouveau, là. Surtout dans le jeu vidéo, je veux dire, l'intelligence artificielle fait partie de tellement de choses qui sont déjà intégrées dans le jeu. Je veux dire, c'est à la base, c'est l'algorithme. Puis là, on est allé encore plus loin avec le machine learning, puis là, les LLM. Merci. Fait que, tu sais, tout ça fait juste grandir de façon exponentielle, puis là, ça augmente nos capacités de pouvoir automatiser certaines choses pour l'humain, ce qui est génial. Mais là, tu parles de l'IAG. Oui. Intelligence plus intelligente encore que les... Oui! Partitionnement, mais ils nous paraissent déjà très intelligentes. Mais là, on parle de l'IAG qui est une coche au-dessus de ça.
qui est l'assistant. Moi, je l'appelle l'assistant parce que c'est lui qui va te générer des solutions, va te générer des idées pour t'aider dans ta démarche. C'est là où, tu sais, justement, quand on dit l'IAG, ça va remplacer certains corps de métier, ça va remplacer des gens. Pas tout à fait. C'est vraiment plus un outil, à la limite, ou un assistant qui est là pour venir propulser encore plus dans les idées. En fait, c'est vraiment ça. Oui, on a vu, c'est publiquement, c'est déjà affiché, tout ça, là, le travail qu'on fait chez Ubisoft pour les NPC, qui est super intéressant, mais c'est sûr qu'on explore l'IAG dans plein d'autres facettes du jeu. Puis, ça va être fascinant comme expérience utilisateur pour excuse-moi de le prendre du côté joueur, mais d'avoir des NPC qui réagissent pas toujours de la même façon à chaque fois que tu les vois ou à tel endroit du jeu puis qui te ressortent dans les mêmes ritournelles. Non, là, il va vraiment s'adapter à ce que tu... Puis il y a d'autres choses. J'ai vu une démonstration de personnages comme ça qui se retournent vers le soleil et qui commencent à philosopher sur le soleil. On est ailleurs. Oh, OK. Mais ça, je l'ai pas vu, mais c'est intéressant. Mais, tu sais, on parle juste d'NPC, le fait qu'il soit imprévisible. Ben là, comment tu fais pour scripter autour de ça la ligne narrative que tu vas amener? Ben, c'est tout un défi, puis c'est là où tu n'as plus le choix. Si tu décides de mettre un pied déjà dans on a un NPC qu'on sait pas comment il va réagir, ben, il faut qu'aussi ton script, ton scripting ou ta ligne narrative soit flexible aussi. Donc, il doit y avoir une forme d'improvisation aussi en amont avec le scripting. Fait que tu sais, c'est comme si tu peux pas être juste à moitié. Une fois que tu as commencé à intégrer, je pense, l'IAG dans certains éléments, ben il faut quasiment que ça devienne imbriqué dans un peu tous les aspects. Donc, de ton côté aussi, qui est l'arrière-plan de la construction du jeu vidéo, l'IAG va être intégré autant pour le joueur devant que pour toi et tes collègues de chez Ubisoft derrière. Exact. Ça devient un peu flou pour moi. Donc, l'IAG va aider comment à mettre en place des scripts de tous les modèles 3D, tout ça. Ça devient ça devient quasiment étourdissant. Comment ça va se passer? J'ai un collègue à moi qui est dans l'équipe de La Forge, Ben Swanson. Il a déjà participé à des Game Developer Conference, qui a présenté notamment tout le travail qu'il fait côté narratif, qui est c'est du generative AI, mais du côté justement de la narration. Je suis vraiment moins familière avec tout l'aspect de narration. Moi, je suis beaucoup plus familière avec tout l'aspect vraiment plus asset, là, asset de jeu. Fait que c'est les models, texture, animation et autres. Puis déjà là, nous, on est en train d'explorer aussi comment utiliser l'IAG à travers la conception de nos assets. Bon, tu vas parler, mais comment l'IAG va améliorer donc l'expérience de la gestion des assets? Comment elle peut l'améliorer déjà? Il va y avoir du streamlining qui va pouvoir se faire, là, parce que nous, on est en train... Moi, je suis beaucoup plus impliquée, dans le fond, un peu sur le backbone qui va venir supporter un peu tout ça, je pense. C'est un peu comme ça que je l'envisage, mais en construisant une espèce de asset browser, une espèce de grosse librairie centralisée, ben avec tout ça, on a le volume, on a les assets qui sont nos assets à nous aussi, fait qu'il y a moins d'enjeux aussi légaux de est-ce que l'IAG est en train de prendre des assets ailleurs? On ne sait pas. Là, au moins, on est en contrôle un peu de l'écosystème. C'est nos assets à nous. Puis, on peut, après ça, une fois que cette base-là est faite, qui est quand même disponible à tout le monde, de pouvoir prendre ces assets-là et les réutiliser. Puis, quand je parle de réutiliser, c'est pas prendre l'asset tel quel puis l'amener dans un autre jeu, là. Ça serait un peu bizarre. C'est vraiment, non, c'est quand on parle de réutilisation, il y a tout le temps ce qu'on appelle le rework qui est fait. C'est juste que les trade ballers aiment ça, des fois, de partir d'un squelette, là, d'avoir une structure, puis après ça, ils peuvent retravailler le mesh, ils peuvent retravailler la structure.
Donc, pour le même ça leur fait gagner énormément de temps. Fait que c'est sûr que la réutilisation, ça fait partie déjà un peu des pratiques là depuis longtemps. Là, dans n'importe quelle compagnie de jeux vidéo, le reuse, c'est juste normal, c'est logique. Donc, ça a un impact positif sur le jeu lui-même, sur les prochaines versions du jeu. Mais ça nous permet d'accélérer le tout aussi, là, d'être plus efficient encore une fois. Ça revient toujours à ça. Fait que l'IAG, à travers tout ça, c'est que ça va venir supporter, dans le fond, les créateurs de contenu à pouvoir identifier justement les assets qu'ils vont réutiliser, parce qu'il y a une pratique qui est déjà faite beaucoup dans le domaine, qui est de faire des genres de mash-up. Fait qu'on va prendre ce mesh-là avec un autre mesh, puis un autre mesh, puis ça va nous donner notre nouveau 3D model. Mais là, on se trouve à potentiellement pouvoir le faire, mais avec l'IAG. Fait que l'IAG va aller identifier ce qu'on veut faire. T'sais. Fait que nous, on fait juste l'artiste fait juste identifier ce qu'il veut avec des prompts. Puis là, ça va les récupérer, dans le fond, les morceaux qui sont imagés existants. Fait que, ouais, c'est le genre d'avenir qu'on explore. C'est étourdissant, en effet. Ouais. Mes entrevues en demandant qu'est-ce que le futur nous réserve, mais j'ai l'impression que tu es déjà dans le futur du développement de jeux vidéo. On est toutes là-dedans. En fait, toutes les compagnies de jeux vidéo en ce moment investissent massivement sur l'IAG. C'est comme la révolution industrielle. C'est une autre révolution industrielle. Oui. Fait que ça va juste changer un peu ça va redéfinir certains métiers, puis bref, ça va remodeler un peu comment les professions sont segmentées, je pense. Super. Merci beaucoup, Patricia. Ça me fait plaisir. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités, merci à mes collègues, Jérôme Colombin avec son peu de voix qui lui restait, Stéphane Ricoul, Stéphane Berthemet et puis Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté jusqu'à la toute fin de cette édition, c'est très apprécié. Ben écoutez, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Ou sinon, lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.